Parfois, j'emploie le terme de capitalisme avec une valence émotionnelle positive et parfois avec une valence émotionnelle négative. Je l'emploie au sens positif, dans le sens de la théorie anarcho-capitaliste, dans le sens où le capitalisme nous aide à sortir de la misère, etc. Et je l'emploie dans le sens péjoratif, qui est le discours du capitaliste, qui ne fait pas lien social, qui coupe les gens les uns des autres. L'homme ordinaire n'a en général qu'un seul niveau d'attention. Il n'arrive pas à penser les choses en 2, 3, 4, N dimensions. C'est d'ailleurs là-dessus que jouent les politiques, les magiciens de close-up, enfin tous les gars qui veulent t'arnaquer. Moi, j'ai mis au point un modus operandi pour créer des discussions avec des gens qui n'ont pas les mêmes points de vue, mais qui soient pas des débats, justement. Je suis allé voir plusieurs boîtes de prod, mais ils m'ont rionné. Parce que ce qui fait vendre, c'est du clash, ce qui fait vendre, c'est du conflit mimétique. Nous, on dit souvent que le libertarianisme poussé à son paroxysme marcherait pour une société de 130-140 de QI. Ah, moi, je suis persuadé du contraire. Ah ouais ? Ah ouais. J'ai cru ça pendant très longtemps. Salut Bhaskar, content de te retrouver à nouveau sur Zone Franche, notre podcast. On a eu plein de vidéos incroyables avec toi avant et on va essayer de réitérer, de partir dans des grosses discussions et on va reparler à nouveau de religion au final, parce que au final j'ai fini par comprendre en final que c'était le thème de ta chaîne d'une certaine manière. Alors tu me diras après si c'est bien ça, parce que nous au final au fur et à mesure de nos discussions, notre avancée, on va dire intellectuelle, philosophique, on s'est rendu compte quand même que ça représentait une partie du monde, le religieux, tout ce qui est transcendantal, ce genre de choses, et que c'était un peu à la fin l'absolu, c'est ce sur quoi tu te construis. Et en plus, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui viennent de ça et qu'on peut lire au travers de ça. Par exemple, les conflits internationaux, que ce soit, je sais pas, l'Iran, Israël, que ce soit les États-Unis, ce qui rentre en conflit ou non. Et puis, par exemple, on en parlait avec Damien Tellier, mais même un mec comme Peter Thiel, qui a comme grand penseur le même que le tien, qui est René Girard, et justement, dont René Girard, l'énorme travail est en lien avec la religion et avec le christianisme. Donc voilà. Petite intro pour t'introduire, parce qu'au final, toi aujourd'hui, j'ai l'impression que ton maître à penser, c'est quand même René Girard, et puis tu t'es quand même beaucoup construit dessus, et j'aimerais qu'on explore ça, et en fait, comment t'es arrivé là-dedans, d'où ça vient, et qui t'étais avant de rencontrer René Girard. Alors, moi, je fais pas du tout de religieux, moi, sur ma chaîne. Enfin, je sais jamais comment l'exprimer. Non, parce que j'entends que tu parles effectivement d'une espèce, je vois que tu parles d'une nébuleuse qui en tout cas n'est pas scientifique ou pas d'ailleurs, parce que René Girard il se définissait lui-même comme un anthropologue du religieux. Moi, c'est vrai que j'ai une approche très anthropologique. Et puis à un moment donné, l'hypnomachie est aussi une approche unique qui emprunte à l'anthropologie, qui emprunte à la psychanalyse, qui emprunte aux sciences cognitives, qui emprunte à la religion, qui emprunte à différentes traditions spirituelles. Mais il y a une synthèse originale. Voilà. Est-ce que c'est un mot original aussi? Oui, ça c'est moi qui l'ai inventé. Non, mais on s'en fout du mot, honnêtement. Non, moi je sais, avant je me dis au final je connais pas ce mot, tu vois, et puis en fait j'ai découvert qu'il n'existait pas, donc tout s'explique. Stricto sensu, il y a quelqu'un qui a employé le mot avant moi. Mais alors j'en avais parlé dans une vidéo, c'était il y a très très longtemps, c'était il y a plus de 200 ans avec un sens qui était pas tout à fait le même, etc. Bon bref, peu importe, moi je l'ai exhumé, mais on s'en fiche du mot, ce qui compte c'est la chose. Et la chose, pour moi, ça a été, j'ai reçu toute une transmission traditionnelle, et donc c'était une manière de le rebrander à l'heure d'Internet, si tu veux. Donc j'ai mis un mot, voilà. Mais ce qui compte derrière, c'est tout ce qu'il y a dedans. Et René Girard, effectivement, quand je l'ai rencontré, j'ai dû le lire, j'avais peut-être 31 ou 32 ans, je sais plus, ou 33 ans. 33 ans, ça matche bien. Et je me suis pris une claque incroyable parce que il m'a fait gagner 20, 30 ans de recherche, parce que je voyais qu'on allait dans la même direction, il y avait vraiment un fond commun. Et là où j'avais des intuitions de certaines choses, lui avait une vie de pratique et de recherche autour de ces intuitions, de formalisation, d'explicitation. Et donc, je dis souvent que je suis hissé sur les épaules de ce géant. Mais aujourd'hui, mon travail est clairement post-girardien. C'est-à-dire que si vous voulez un expert de René Girard pour parler de René Girard comme un universitaire parlerait de René Girard, je suis pas la bonne personne. Je connais très bien l'œuvre de René Girard, mais
je ne me suis absolument pas cantonné à René Girard. Vous savez, il y a des gens qui viennent pour parler d'un auteur, de Nietzsche, de Spinoza, de qui vous voulez, de Husserl, et qui vous disent, voilà, à la page 432 du deuxième livre, on peut lire. Tu vois, et on voit qu'ils sont dans une démarche de quasi-fétichisation de l'auteur. Tu vois, il faut rien toucher, et surtout pas aller au-delà. Moi, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond de la tradition. Donc, j'ai énormément de gratitude pour René Girard, mais à un moment donné, le monde continue, et puis René Girard ignorait des choses aussi, et donc il y a des synthèses à faire, voilà. Donc, Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'au final, ça démontre que tu essaies pas de penser en silo, en général. Et donc, là, on a parlé de René Girard. Est-ce que, justement, tu peux peut-être nous donner le panorama aussi de ce qui t'inspire dans ton travail, pour pas qu'on limite juste à René Girard, que les gens perçoivent un petit peu? Bah, en général, j'en parle pas mal sur ma chaîne, des différentes influences. J'ai été très, très influencé par Jacques Lacan, beaucoup, énormément. Qui est? C'était un psychiatre, psychanalyste, très controversé d'ailleurs, du milieu du XXe siècle, enfin fin du XXe, et qui prétendait être celui qui avait lu Freud. C'est-à-dire qu'il a pris Freud, il a essayé de le remettre au goût du jour. Et pareil, il a été dans une forme de post-freudisme. Il ne s'est pas limité à son auteur de référence. Il voulait quelque chose de vivant. Voilà, moi c'est la même chose avec Girard. Et puis il y a plein d'autres auteurs. Moi je parle de gens comme Bruno Latour, parfois, qui est un sociologue, plutôt anthropologue français. De toute façon, moi, j'adore l'anthropologie en général, Claude Lévi-Strauss, Mead, etc. L'épistémologie, beaucoup, tout ce qui est travail sur le langage, la linguistique, Wittgenstein, Korzybski, voilà, ça aussi, c'est des auteurs qui m'ont énormément influencé. Il y a aussi toute la théorie des niveaux de réalité, et puis il y a surtout la tradition, quoi. La tradition, c'est le cœur du truc. Okay. Mais c'est une tradition qui est essentiellement orale, même si de temps en temps il y a des petits écrits, mais le propre de la tradition, c'est qu'elle se transmet. Les Japonais, ils disent inshin deshin, de mon âme à ton âme, dans quelque chose de vivant. C'est pas dans un livre. Ça empêche pas d'écrire des livres, mais bon, un livre sans la transmission vivante n'amène nulle part. Et donc tu me dis, t'as 33 ans 33 à peu près, on va prendre cet âge. La louche, je me souviens plus vraiment, mais. Mais pourquoi Qu'est-ce que tu cherchais à cet âge-là? Oh bah non, que t'as trouvé. Parce qu'en fait, t'étais dans une recherche de vérité, et d'un coup, t'as trouvé un gars qui allait plus loin, qui validait un peu les intuitions que t'avais. Et c'était quoi les intuitions au final? C'est difficile. T'arrives à te remettre. Ouais, c'est ça. C'est pas évident parce que tu me demandes de revenir, tu vois, 15 ans en arrière, et puis de remettre des mots sur des choses qui justement sont préverbaux. Le propre de l'intuition, c'est que tu sens un truc, mais t'as du mal à mettre les mots, justement. Mais en fait, l'intuition que j'avais, c'était l'intuition du conflit mimétique, qui est une des thèses centrales de René Girard, qui est le fait que les êtres humains passent leur temps à s'affronter. Et justement, la tradition que j'avais étudiée déjà 20 ans avant, moi j'étais en contact avec la tradition vers 17 ans, 16-17 ans, j'ai découvert tout ça. Et dans la tradition, justement, il est dit que les êtres humains passent leur temps, une partie en tout cas des êtres humains, le gros des êtres humains passent leur temps à être dans des forces contradictoires. Il y en a un qui tire, il y en a un qui pousse, il y en a un qui dit il faut accueillir les étrangers, d'autres qui disent il faut les mettre dehors, il y en a qui disent A, l'autre qui dit non A, dans tous les domaines. Et que c'est une espèce de perte de temps et d'énergie, puisque quoi que tu fasses, il y a quelqu'un qui tire le monde dans le sens inverse. Donc ça s'annule, et puis voilà, on peut être là et perdre son temps et perdre sa vie. Et c'est là où justement j'ai vu que pour moi René Girard a fait office de traducteur de cette tradition, justement. Okay. C'est-à-dire que j'avais des sources, mais je les comprenais pas, parce qu'il me manquait des clés, justement, il me manquait des gens pour des concepts, des gens, des manières de faire pour pouvoir réellement digérer la tradition. Et même si j'en avais fatalement digéré quand même une partie, parce que quand tu découvres un truc à 17 ans et que tu as 30 ans et que tu l'as pratiqué pendant 13 ans ou 15 ans, il y a forcément des choses qui sont rentrées. Mais la tradition parle de différents niveaux de transmission, exotérique, mésotérique, ésotérique. Et c'est pas évident de s'initier soi-même tout seul. Juste c'est même impossible, en fait. Pour ceux qui nous écoutent et qui auraient raté les précédents épisodes, est-ce que tu peux nous redéfinir en très rapide la tradition ? Ce que c'est grosso modo pour pas qu'il... non, justement, parce que parce que là, il y a plein de gens qui me demandent ça. En tout cas. On fait référence à une transmission multiséculaire de quelque chose.
Et c'est justement ce quelque chose qui ne se laisse pas définir parce qu'il n'appartient pas au symbolique uniquement. Il peut appartenir au registre du symbolique. On peut en écrire, derrière là on est en train d'en parler, donc là on nage dans le symbolique. Mais il y a le doigt et il y a la lune. Il faudrait pas prendre, tu vois, le doigt et le concept pour la lune. Ouais. Or, le cœur de la tradition, c'est pas le concept, c'est pas la lune, c'est autre chose. Et c'est cette autre chose, justement, qui ne se laisse pas définir, qu'on essaye d'approcher avec des concepts, avec du dialogue, avec plein de choses, jusqu'au jour où il y a quelque chose qui se passe au-delà des mots. Okay. Donc, parce que avec des mots, ça va être compliqué. Non, mais on peut, mais c'est de la merde. Ouais. mais c'est terrible parce qu'il y a des gens où si tu leur donnes pas ça, ils font oh, c'est bon, tu vois. Et c'est dommage parce que ça veut dire qu'on va limiter sa carte du monde à l'univers symbolique. Et chacun fait ce qu'il veut. Moi, je juge pas. Il y a des gens, ils adorent l'imaginaire, ils passent leur vie dans des mondes de jeux de rôle avec des casques de VR, tu vois, et à se droguer, machin. Ils font ce qu'ils veulent. Ils préfèrent l'imaginaire. Ok. Il y a des gens, ils veulent que du symbolique, que du définissable. Et puis il y a le réel. L'idée, c'est justement ce réel-là. Comment on fait pour s'en approcher ? Est-ce qu'on arrive à s'en approcher ? Est-ce que c'est une illusion de s'en approcher ? Et puis qu'est-ce qui se passe quand on s'en approche ? Et ce que la tradition montre, c'est que ça nous consume si on ne s'y approche pas correctement. Et même quand on s'y approche correctement, d'ailleurs, ça nous consume. C'est le principe du réel, c'est qu'à la fin, on crève. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut s'approcher du réel en étant consumé, puisque c'est au programme, mais de façon à ce que ça se passe pas de manière tragique. Ou pas trop tragique. Et tu vois, là, je suis en train de tourner autour d'un pot, tu vois, d'essayer de faire comprendre des choses. J'ai rien défini, mais pourtant, il y a quand même quelque chose qui peut passer. En tout cas, j'ai l'impression qu'on se comprend. Moi, en tout cas, j'essaye de te comprendre. Voilà. Il faut qu'on arrive à faire comprendre nos auditeurs. Voilà. Et le challenge, il est là. Mais est-ce qu'on peut au moins dire que la tradition, c'est un savoir qui se transmet ? Au niveau exotérique. Et il y a quelque chose qui passe, il y a une information, oui. Après tu le niveau... la sens d'une certaine manière selon les plans dont tu parlais, ésotérique, ésotérique, exotérique. Mais à chaque fois, c'est une sorte de savoir qui est défini de différentes manières. Au niveau exotérique. Okay. Le niveau exotérique est composé d'un ensemble de concepts, d'un corpus sur lequel on peut parler, sur lequel on peut discourir, qui peut être dans une certaine mesure défini, etc. Par contre, tant qu'on veut absolument définir les choses, ça nous condamne à l'exotérique. Mais maîtriser l'exotérique, c'est déjà balèze. Mon vieux maître, il disait, il parlait de l'ensemble du savoir mineur acquis par la mémoire. Ok. Donc, c'est déjà, il faut déjà avoir son doctorat. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est déjà du travail. L'exotérique, c'est 10 ans, 15 ans de travail acharné, assidu, d'études, de mémorisation, tu vois. T'as les juifs qui bossent la Torah, le machin, tu vois, les musulmans qui apprennent le Coran par cœur et tout. C'est les catholiques pareil. C'est du travail. Mais je veux dire, une fois que tu sais dire ça c'est tel verset, ça c'est tel verset, est-ce que ça fait de toi un saint ? Il me semble pas. Ok. Mais... Ouais. Parce que le problème, c'est qu'avec des discussions comme ça, on n'est jamais sûr de parler de la même chose, mais on pourra peut-être jamais. C'est peut-être ça le problème. Mais là, on parle d'une tradition. C'est dur. C'est intéressant parce que tu emploies le mot de certitude. On n'est jamais sûr de. Mais si tu regardes bien, on est sûr d'absolument que dalle. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que à cet endroit-là, l'incertitude t'emmerde, alors qu'à d'autres endroits, elle t'emmerde pas. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, et là, on retombe sur le conflit mimétique, ça veut dire qu'on arrive à un endroit, à un double standard, qui est, alors que, moi là, j'ai passé le week-end à causer de physique quantique avec des amis. Bon. Bon week-end. Très bon week-end. On s'est éclaté. On a vraiment fait des trucs de dingue. Ce micro-là, je ne sais pas vraiment la nature de ce micro. Pourtant, ça me gêne pas. J'ai une heuristique qui dit, oh, ça va, c'est un micro. On va pas prendre le micro au niveau de la physique quantique. On va pas faire ça. On va dépenser du glucose pour rien. On va se masturber intellectuellement. Ça n'a aucun intérêt. Mais sur d'autres sujets, et c'est intéressant parce que à cet endroit-là, chacun est seul face à lui-même
et face au niveau de profondeur qu'il a envie de consacrer à tel ou tel problème, ou telle question, plutôt que problème, parce que c'est pas forcément un problème. Ouais, mais c'est que là, le micro, on va dire, je sais à quoi il sert, je sais pourquoi je l'utilise, je sais à quoi il ressemble. Mais là, pour la tradition, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun mot dessus. Et du coup, c'est très, très vague, quoi. En fait, j'ai une idée, mais c'est comme pour le zen. T'as des mecs qui écrivent des livres sur le zen. Je sais pas si vous avez déjà fait, ne serait-ce qu'une fois, de la méditation zen, mais quel est l'intérêt d'un putain de livre sur le zen? Alors ok, on te parle de Deshimaru, de sa vie, de comment il a amené le zen en France. C'est un livre d'histoire, tu vois, avec des anecdotes, c'est sympathique. Mais vous voyez bien que c'est pas ça qui va faire de vous des méditants. Tu vois? Et là, on a un pied dans l'absurde. Hein. L'absurde, c'est l'intelligence lucide qui constate ses limites. Et à un moment donné, justement, très très souvent, quand on demande de définir, on a le mental qui essaie de s'accrocher à quelque chose. Et c'est ok, j'ai un mental, t'as un mental, et nos mentaux fonctionnent comme ça, il n'y a pas de problème. Et il s'agit pas de fustiger le mental ou de considérer que c'est pas bien ou de rentrer dans une valence négative, bien mal, globe pas globe. C'est juste simplement de constater que le mental sert à plein de trucs, à payer nos impôts, c'est magnifique, et que une fois ceci passé, l'acte de vivre ne se limite pas à des concepts. Enfin, je vous le souhaite. N'importe qui a déjà fait l'amour avec sa femme dans un moment d'extase partagée, de fusion et de communion extraordinaire, c'est bien que si tu le racontes à tes amis, hier, c'était bien. Waouh, tu vois, c'est pauvre quand même, tu vois. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est à la fois de travailler la science, j'adore la science, j'ai pas de problème avec ça, mais de pas me limiter à ça. C'est quand même d'une pauvreté abyssale, quand même, non? Juste une anecdote marrante, mais je trouve que ton exemple, il est marrant. Moi, c'est typiquement tes collègues. Tu as fait l'amour avec ma femme, c'est ça? Mauvaise blague. On en parlera après. C'est généralement tes collègues qui ont la trentaine passée qui te racontent les moments passés avec leurs gosses le week-end. Qui, du coup, pour eux, sont des moments exceptionnels. Et toi, t'en as rien à foutre. Parce que ce qu'ils te racontent, ça me touche pas. Et eux, ils ont des étoiles dans les yeux. Et toi, tu les écoutes. Ok. Mais ça a l'air super. Mais parce que pour eux, c'est un moment incroyablement vivant où ils assistent au miracle de la continuité de la vie, effectivement. Et dès que tu passes ce moment-là dans le symbolique, oui. Bon, oui, il a chié par terre, quoi. Voilà, ça devient plate, bien sûr. Ouais. Ok. Alors. Prends ton temps. Non, mais c'est juste que je suis toujours pas. Ouais, mais c'est horrible ce truc. Dans l'histoire de la tradition, est-ce que au moins c'est lié à une école de pensée, un truc dans le genre, ou parce que j'ai l'impression que comme tu le définis, moi là, comme je le sens, c'est en gros il y a un peu une vérité qui est partagée dans le monde. Qu'on peut essayer de toucher du doigt, mais qu'on n'aura jamais dans son entièreté. Mais tu touches là du doigt justement quelque chose d'important, c'est qu'on n'aura jamais dans son entièreté. Parce que comme disent les psychanalystes, tout ça, ça tourne autour du trou. De merde, le langage est troué. Merde. Enfin mince, ça striker votre vidéo. Non, on va y rester sur le merde, parce que c'est quand même mince, c'est un peu... Tu vois... Le langage est troué, donc comment on fait? Est-ce que on est en paix avec l'existence du trou dans l'existence, justement, dans la vie? Est-ce que je suis ok avec le fait que le langage ne décrit pas le réel? Est-ce que je suis ok avec le fait que l'autre est troué? Est-ce que quand je rencontre l'autre, il ne comble pas tous mes besoins? Ce con. Tu vois, c'est insupportable. Mon ami ou là la personne avec qui je suis, ça peut être en couple ou même juste peu importe. Mon maître, mon professeur, mon curé, mon psy, tout ce que tu veux. L'autre ne comble pas tous mes besoins. Est-ce que je suis en paix avec ça? Et c'est là où on revient sur Girard. Et là, il y a des ponts à faire qui sont passionnants entre l'œuvre de Girard et la psychanalyse. C'est que quelque part, le conflit mimétique, donc pour les auditeurs, on va quand même préciser, donc le conflit mimétique, Girard a montré que dans toutes les mythologies du monde, j'ai bien dit toutes les mythologies du monde, il y a toujours un affrontement entre deux jumeaux
qui ont des désirs similaires. Autrement dit, pour Girard, là je simplifie vraiment au burin, vous me direz si vous voulez qu'on développe des choses, mais pour Girard, notre désir ne provient jamais vraiment de nous, il provient de l'imitation d'autrui, et donc il y a toujours cette dyade avec un autre qui désire, et puis à un moment donné, ah mince, je veux le même jouet que lui, et à partir de là, on se fiche sur la tronche. Bon. Juste une question par rapport à ça. Oui. Logiquement, parce que on sait, et pour nos auditeurs, Girard était quand même un défenseur du christianisme dans sa globalité. Le christianisme nous dit que le libre arbitre existe, d'une certaine façon. Sauf que de ce que tu me dis, comment on explique qu'il y a un désir mimétique, donc qu'en fait aucun désir vient de nous, mais que le libre arbitre existe? Comment on fait coïncider les deux idées? C'est que le libre arbitre en tout cas, ce que nous dit la tradition, c'est que le libre arbitre est beaucoup... quand on pense libre arbitre et quand on dit le libre arbitre existe, très souvent on a une image d'une espèce de libre arbitre total. Alors qu'en fait, pas du tout. Le libre arbitre, nous dit la tradition, se rencontre à certains moments très restreints. On a des fenêtres d'opportunité de libre arbitre, si tu veux. Le reste est, la plupart du temps, mécanique. Plus on ouvre ces fenêtres d'opportunité, plus elles restent ouvertes. Mais le libre arbitre, nous dit la tradition, là encore, je parle pas de la vérité, je parle de la tradition à laquelle je fais référence. Autrement dit, ma carte est trouée. Le libre arbitre se conquiert. Okay. La base, si on n'a pas une transmission particulière, l'humain est incroyablement mécanique. Incroyablement mécanique. Il passe. Ouais. C'est ce qui fait que la majorité des gens sont des moutons. On peut le dire comme ça. Ils sont sujets à des déterminismes sociologiques, génétiques, tout ce que tu veux. Et la machine organique marche, se reproduit, fait ce qu'elle a à faire, et c'est très bien. Et le propre de la tradition, c'est d'essayer de montrer qu'il y a autre chose qui est possible, et que ces petites fenêtres d'opportunité, déjà demandent à être heureux. Alors, il y a plusieurs étapes. Si tu veux, la première étape, déjà, c'est le deuil d'une forme de libre arbitre permanent. Tu sais, le niveau de base de la toute-puissance, de la transhypnotique du mec qui dit quand on veut, on peut. Tu vois? Julie Graziani, tu vois? Voilà. Je suis d'accord avec ça. Ou comme Sarah Salman, tu vois, les pauvres, ils ont qu'à sortir. Bon, Sarah Salman, elle a complètement changé son fusil d'épaule, justement, donc elle a évolué, et tant mieux, je suis content pour elle. Les affirmations positives et tout. Voilà, donc du genre. Toute l'hypnose, toute la PNL, tout ce truc qui fait que ma chaîne s'appelle Hypnomachie, justement, parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, ok, c'est sympa, mais c'est vraiment le niveau de base, quoi. Ok, quand on peut, bon, non, ça s'appelle la toute-puissance en psycho, tout simplement. Bon. Il suffit de regarder tous les endroits où on veut, on n'a pas pu. Et voilà. Bon. Et souvent, les mecs, ils disent, faut faire plus de la même chose. Bon, bref. C'est une fuite ça s'appelle de la folie, après. C'est une fuite en avant. Mais tu as raison, hein. C'est Václavic qui disait, c'est une forme de folie que d'espérer obtenir des résultats différents en faisant les mêmes choses au départ. C'est ça. Donc, bien sûr. Petit à petit, donc déjà, on lâche ça. Puis au bout d'un moment, on commence à se rendre compte qu'effectivement, on commence à s'observer, on commence à se rendre compte qu'on a beaucoup moins de libre arbitre que prévu. Il y a des exercices pour ça, t'as plein d'exercices très simples, mais rien que tu poses une intention, tu sais, tu dis bon, allez, ce soir je révise. Comment un bowling avec des... Ouais, j'arrive. Ah merde, tu vois, bon, ça nous est arrivé à tous. Je vais perdre du poids, j'arrête de fumer, ou je vais pas regarder Hanouna, je vais me coucher tôt, bon bref. Non, et c'est là on voit que la volonté, bon, voilà. Alors ça, il y a les psychologues qui étudient les différents facteurs de la volonté, qu'est-ce qui fait qu'un individu a de la volonté ou pas. Ils nous apprennent que la volonté, ça se muscle. C'est vraiment comme on va à la salle, et que plus tu te disciplines, plus tu exerces ta volonté, plus ça va devenir facile, que de la même manière, tu peux te faire des crampes de volonté, tu peux vraiment... Il y a des études qui montrent que, par exemple, être entouré de très très jolies, belles et jeunes femmes fécondables épuise ta volonté, ce qui est connu par tous les hommes d'affaires du monde, où ils t'amènent au lido avant de faire un contrat, histoire de... et comme ça, après, tu négocies moins, etc. Tout ça a été largement sourcé. Je crois que c'est le problème de Bali. Ah oui? Ouais. Parce que toi, t'es à Bali. C'est tout le temps, en fait. Il y allait aussi. Ouais, c'est vrai. C'est une île avec que des influenceuses qui se trimballent quasiment à poil dehors, et c'est usant. Okay. À la fin, t'en as marre. Pense à te faire verser une commission par l'Office du tourisme local. C'est une des meilleures pubs que tu peux faire pour tous les jeunes qui vont après ça avoir envie de te rejoindre. Non, moi, je trouve ça fatigant. Je suis contre aujourd'hui. Je suis pour le voile.
Ok. Tu t'islamises en passant du temps en Indonésie, du coup. C'est ça. Ok. Vas-y, je te laisse continuer. Où est-ce qu'on était? Oui, donc on se rend compte déjà de la relativité de notre volonté. Bon. Ouais. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir une espèce d'effondrement narcissique. Tu vois, on pensait qu'on était quelque chose. En fait, on avait un faux self, on avait une image de nous complètement délirante. Et puis, le réel nous montre que non. C'est les vertus de la démarche scientifique, quoi. On pose un truc, on voit le résultat, on fait ah merde, il y a un écart, ah zut. Et là, on commence à observer et à comprendre quelles sont ces fenêtres d'opportunité. Et ces fenêtres d'opportunité, en fait, elles sont ridicules. Mais ridicules. Donc, tu vois, c'est pas est-ce qu'on a un libre arbitre ou pas, c'est moins binaire que ça, c'est plus fin. Et en fait, on se rend compte que quasiment les seuls moments où on peut avoir, je mets des nuances, mais bon, je vais pas tout développer là, mais que quasiment les seuls moments où on a un libre arbitre, c'est dans le choix de notre logiciel spirituel. Autrement dit, le corps a pas vraiment de libre arbitre, la psyché non plus, et ça n'est que au niveau spirituel où on a un libre arbitre à un moment donné, qui va être dans le choix de qu'est-ce que nous adorons, dans quoi est-ce que nous mettons notre foi. Tu vois, il y a des gens, ils sont très forts pour mettre leur foi dans des idoles, dans des veaux d'or, et résultat, en bout de chaîne, ils vont obtenir un certain nombre de choses. Mais l'autre jour, j'écoutais un débat comme ça avec Thomas Durand de la Tronche en Biais, qui disait qu'il s'était fait débaptiser. Ah oui. C'est intéressant, tu vois, parce que des mecs croient pas, moi, ok. Mais débaptiser, je trouve que c'est très intéressant parce que débaptiser, ça veut dire qu'une partie de toi y croit, mais que tu veux être pas de ce côté-là. Mais c'est presque une contradiction performative d'une certaine façon. C'est-à-dire que si tu n'y crois pas, t'as pas besoin de te débaptiser d'une certaine façon. C'est ça. Et c'est que tu crois en Satan, quoi. En gros, c'est ça. En fait, c'est ça. Ça veut dire ça. En fait, c'est ça. Quand tu creuses un peu, c'est ça que ça veut dire. C'est dur. Et tu vois, et c'est intéressant parce que ça montre un clivage. Ça veut dire qu'il y a une partie qui dit non, moi je suis athée jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est pas pour parler de Thomas, je m'en fous, c'est pas la question. Je m'en sers comme exemple. Je suis sûr que c'est pas le seul à avoir ce truc-là. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, moi je parle jamais des gens. Je m'en fous de dire un tel ou un tel. Je m'en fous. C'est des archétypes. Je parlais tout à l'heure de Sarah Salman, je la connais pas, je la rencontrerai jamais. C'est pas la question. C'est voilà. Je précise dans les commentaires parce que. Ça me fait juste penser à la vidéo justement là récemment, tu sais, qui a fait le tour du net avec le maire d'une municipalité communiste et Ivry-sur-Seine, juste. Ah ouais, c'était Ivry-sur-Seine, punaise. Et puis alors j'ai pas vu, vas-y, raconte. Pas vu. Et puis en fait, il y a un mec du RN qui voulait faire passer une loi ou un truc comme ça. Et puis en fait, sur la foi là, si je l'ai vu. Il se fait dégager. En fait, il dit allez vous faire foutre. Et puis il sort la croix et puis il récite une prière. Et puis à l'autre, il pète un plomb. Et puis tu vois ses sourcils et tout. Il a l'air d'être vraiment sorti de lui, quoi. Et c'est exactement la même chose parce que au final il dit on s'en fout mais il devient complètement fou. Voilà. pour quelque chose normalement qui devrait être anecdotique si ça vaut une valeur. Ça c'est un logiciel spirituel. Justement, le logiciel que j'appelle gnostico-luciférien, c'est un logiciel qui se caractérise par une duplicité de l'âme dans lequel tu retrouves ce genre de pattern que tu viens de décrire, dont on a parlé avant avec le fait que c'était une contradiction apparente. Ça, c'est un choix spirituel d'un logiciel à un moment précis. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne me contente de décrire des modes de fonctionnement. Je ne juge pas, je ne dis pas que c'est mal. Je dis simplement qu'il y a des choix de libre arbitre qui sont faits à un moment, qui amènent à des conséquences, à des patterns. Et là, on a donné 2 exemples qui illustrent la thèse que je tiens, tout simplement. Mais est-ce qu'il n'y a pas une incohérence quand tu dis ça? Parce qu'on va reprendre la théorie girardienne. Normalement, comme je l'ai compris, c'est que avant le message christique, Jésus sur la croix, il y a une inconscience collective du phénomène de Satan qui se chasse lui-même via le bouc émissaire. Tout à fait. Mais est-ce qu'avec des personnes comme on vient de décrire, justement, il n'y a pas eu de choix d'une certaine manière, ou alors ils ont fait, en fait, on n'en sait rien. Mais on peut l'expliquer en mode, en fait, ils ont juste pas compris. Ils restent dans l'inconscience de ce qu'on pourrait appeler satanisme, comme c'est décrit dans Girard. Oui, et c'est précisément pour ça que je juge pas. C'est que qu'est-ce que j'en sais, moi à quoi est-ce qu'un tel ou un tel a été exposé? Je sais pas. Donc je peux pas juger quelqu'un qui a toujours vu, je sais pas, le monde en noir et blanc pour une raison donnée. Il voit pas les couleurs. Oui, il a toujours vu le monde en noir et blanc. C'est normal.
Donc je vais pas le juger. Et puis même, et même, tu as même des gens qui ont été exposés à ce message, mais il ne suffit pas d'avoir été exposé à une idée pour la comprendre, pour la faire sienne, pour qu'elle nous transforme de l'intérieur. Et on retrouve le niveau exotérique où c'est « Ah oui, j'ai été exposé à l'idée sous forme de concept ». Le niveau mésotérique, c'est quand le truc est rentré à l'intérieur de ton cœur et a foutu le dawa à l'intérieur. Tu vois ? Et moi, je suis toujours étonné, alors maintenant, à force, je m'y suis fait, mais du nombre d'intellectuels, d'universitaires, de politiques, de gens avec un bon niveau intellectuel, on dirait vulgairement, qui citent Girard et qui n'ont rien compris à Girard. C'est-à-dire qui ont une lecture purement livresque, universitaire, exotérique du truc. Ils sont capables de dire blablabla, mais en fait, ça ne les a pas modifiés d'un iota à l'intérieur. On en est resté à une compréhension exotérique des choses. Quand je dis ça, je pense à certains, des fois, de Zemmour, qui des fois cite Girard, alors qu'il est dans la mimésis au niveau de toutes ses prises de position politiques complètes, mais complètes. Ouais. Mais c'est pas le seul. Là encore, je parle pas de Zemmour en tant que personne. Je parle d'archétype. C'est un bon exemple. Voilà. Comprenez bien. Vous voyez, moi, quand je cite des gens, c'est pour illustrer une thèse. Ok. Voilà. Bon, j'arrête. Je considère que l'audience a compris. Ouais, c'est pour moi, il est vraiment le visage de ces gens en France qui défendent le christianisme, le catholicisme, mais qui disent c'est pour les autres. Oui. Et c'est vraiment ça. C'est ça parce qu'il est juif, c'est ça. Bah bravo. Oui, non mais c'est ce qu'il dit à chaque fois. Il dit non mais voilà, moi j'y crois pas, mais entre guillemets, c'est ce qui sauvera la France. À chaque fois c'est son projet. Oui. Il y en a pas mal d'autres là comme ça. Je crois. Ah non, Victor Ferry. On retrouve une duplicité. Victor Ferry, oui, il est athée. Il est pas loin. Ouais. Mais non, mais il était pas pour le christianisme justement, comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Il était en mode, il faut plutôt un projet national. Non, et puis après, là encore, on en a déjà parlé dans la dernière fois que j'étais venu, mais il faut pas confondre le christianisme et la chrétienté. Oui. Et moi, je me fiche totalement de l'aspect sociologique, si tu veux, de la chose, ou politique. Bon, si les gens se groupent et qu'ils sont contents, je suis content pour eux. Mais c'est pas mon sujet. Je vais dire ça comme ça. Voilà, c'est juste, c'est pas mon sujet. Peut-être revenir sur la thèse de René Girard, parce qu'on l'a peut-être effleuré, parce qu'on aura l'occasion au moment de la sortie de cette vidéo d'en avoir aussi parlé avec Damien Tellier. D'accord, je vous invite à aller la voir. Mais j'aimerais bien aussi l'entendre de ta part, de toi, comment tu l'expliques, un peu de bout en bout. Alors, René Girard, il a deux concepts saillants, donc qui sont la victime sacrificielle et la théorie du bouc émissaire, et la théorie du désir mimétique. Par laquelle veux-tu que je commence ? On avait commencé par le désir mimétique, il me semble. Très bien. Donc, le désir mimétique, mon désir ne m'appartient pas. Pour savoir ce qui est désirable, il faut que je regarde quelqu'un que j'ai identifié comme mon père, P-A-I-R. Enfin, comme un des pères, comme un de mes pères. Et à partir de là, je vais désirer la même chose. Ouais. C'est ça qui va me renseigner sur mon désir. D'où compétition, affrontement. Et il suffit de regarder deux enfants en bas âge avec des jouets. T'as beau leur mettre 15 jouets dans un coffre à jouets, ils vont se battre pour le même. Parce qu'en réalité, ils se fichent de l'objet. Ce qu'ils veulent, ça n'est pas l'objet, c'est la jouissance qu'ils voient chez l'autre. Ce qu'on appelle en psychanalyse l'objet A, l'objet qui va te faire jouir, quel qu'il soit. Et je me permets une digression économique. Oui. C'est que du coup, c'est une thèse qui marche quand même vachement bien avec le capitalisme et le libéralisme. Ah ben évidemment. Parce que si tu retires la propriété privée, qui permet quand même d'attribuer ça, c'est acquis. Oui. Si on part du principe que les thèses de Girard sont vraies, ce qui s'observe anthropologiquement, sans la propriété privée, c'est la guerre mondiale. Hein. C'est-à-dire que tout le monde se bat en permanence pour tout. Et c'est pour ça que il y a quand même des liens historiques très forts entre christianisme et établissement de la propriété privée, non pas au départ bien sûr, mais en termes de sa sanctuarisation, on pourrait dire ça comme ça, sa reconnaissance sociale. Oui, déjà, pour commencer. Et donc spirituellement, il y a effectivement la propriété privée est vue comme une manière d'apaiser les conflits et de contenir, peut-être pas de supprimer, mais au moins de contenir le conflit mimétique. Ceci dit, dans le capitalisme, parce que
Dans mon discours, des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas, parce que parfois, j'emploie le terme de capitalisme avec une valence émotionnelle positive et parfois avec une valence émotionnelle négative. Oui, je fais les deux, ça s'appelle la souplesse cognitive, pas de problème. Je l'emploie au sens positif, dans le sens de la théorie anarcho-capitaliste, dans le sens où le capitalisme nous aide à sortir de la misère, etc., à créer de l'abondance pour tout le monde, et c'est formidable, et je maintiens. Et je l'emploie dans le sens péjoratif, dans le sens lacanien, qui est le discours du capitaliste, qui est une version complètement dégénérée qui ne fait pas lien social, qui coupe les gens les uns des autres, justement, ben oui, il y a aussi quelque chose de problématique dans le capitalisme lorsqu'il n'est pas contenu. J'ai dit pas contenu, j'ai pas dit pas régulé, ok? Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et donc, dans ce capitalisme non contenu, les individus vont essayer de s'arnaquer les uns les autres. Hein. C'est la thèse de cet intellectuel de gauche qui est le seul intellectuel de gauche que j'arrive à écouter sans avoir envie de me pendre. J'ai aucun nom. Danny Robert Dufour. Qui est sa thèse qu'il a appelée baisse ton prochain, et c'est ça, c'est le fait que dans le capitalisme, lorsqu'il n'y a pas d'alignement spirituel pour aller avec un capitalisme athée justement, ben dans ces cas-là, c'est la guerre de tous contre tous. Elle est juste un petit peu plus raffinée, on ne se tue pas, mais on s'exploite, on s'escroque. Et à la fin, tu finis par payer un sandwich triangle, tu vois, avec un morceau de jambon à 10 € dans un aéroport. Ben parce que, voilà, les mecs te baisent, c'est tout. Ou le rein de ton voisin. Pourquoi pas? Et c'est vers ça qu'on est en train d'aller, hein, au passage. Donc, mais moi, je suis plutôt pour une respiritualisation et non pas pour une régulation d'un organisme qui va créer antitélie sur antitélie, évidemment. Mais c'est vrai que c'est une remarque qu'on a souvent eue, parce que nous, sur la chaîne, on a d'abord parlé de Bitcoin, fut un temps, même si c'est le sujet principal. Après, on a parlé de libéralisme. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte à un moment, et certains pensent qu'en fait, on change de position, et ils ne cernent pas le fait que on peut rester aligné, tout à fait, tout en se mettant à parler de valeurs morales, de spiritualité, sans s'éloigner du libertarianisme. Mais bien sûr. Qu'on parle de deux axes, en fait, mais qui sont pas dans la même dimension. Ou alors de deux axes qui sont orthogonaux, mais c'est pas deux choses qui s'opposent. On ne dit pas qu'on veut faire rentrer les mœurs et la morale dans la loi. Bien sûr. C'est un soft fork. On peut l'appeler comme ça. Pour les techs. Pour les techs. Mais je trouve que c'est très important parce que beaucoup vont partir du principe que le libertarianisme à lui seul, donc qui est une théorie du droit, se suffit à elle-même. Pas du tout, puisqu'elle ne dit rien sur comment et sur quelle base nous interagissons subjectivement. Donc elle doit nécessairement être complétée par quelque chose. Mais la plupart des libertariens refoulent ça, ou le mettent de côté en disant on le traitera plus tard et le traite jamais, parce que pour eux, et je les comprends très bien, l'urgence c'est déjà le respect du droit naturel. Et c'est vrai. Oui. Mais en mettant de côté l'aspect subjectif, eh ben ils s'aliènent toute une partie de leur audience qui eux ont besoin d'un langage moins technique, plus émotionnel. Je comprends aussi. Et puis souvent, tu peux vite tomber dans un relativisme très 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 poussé si tu retires tout l'aspect moral. Hein. C'est-à-dire que tout se vaut et après, vendre des gosses, ça se vaut. Enfin. Ouais, puis même après le capitalisme face au communisme se vaut quoi. Parce que si t'enlèves l'aspect transcendantal, au final, pourquoi capitalisme et droit naturel plus qu'autre chose? Et à cet endroit-là, nous avons un libre arbitre, justement. Vous voyez, est-ce qu'on abandonne ça? Est-ce qu'on repart dans une forme de dualité avec une partie du réel qu'on va remettre dans l'inconscient? Vous voyez que c'est toujours le même pattern quand même, hein, depuis le début dans tous les exemples. Parce que le logiciel gnostico-luciférien nécessite d'avoir un individu coupé avec une partie inconsciente dans les choses. Alors que le logiciel traditionnel, tu voulais une définition, c'est d'aller vers une conscience toujours plus élargie jusqu'à une forme d'unité. On pourrait dire ça à un niveau exotérique. Mais le problème, c'est que si on dit ça, il va y avoir genre recadrage qui va dire « Oui, mais alors, si tu l'as défini comme ça... » Non, mais à partir du moment où on est là-dedans, on comprend plus. Et une unité avec soi-même. Si t'es dans l'unité, il n'y a pas d'autre. Oui, non, mais je veux... Oui. Tu vois? Non, mais parce que je sais sinon, il y a toi et il y a l'autre. Non, mais je sais qu'il y a plein de gnostiques, justement, maintenant, et puis ils vont dire une conscience collective, tu vois. Ils vont dire, oui, c'est pour rejoindre la conscience collective. Bien sûr, mais là encore, c'est là où il faut pas se faire avoir par les mots. Tu sais, moi, je viens des arts de combat. J'ai fait des échanges. Dans ma vie, ça fait 35 ans ou un truc comme ça que je fais des arts de combat. 36 ans maintenant. J'ai échangé avec des gars partout sur la planète et tout. S'il y a bien quelque chose que j'ai vu, c'est que quand j'ai entendu des gens qui me disaient
Nous, on met pas de force. Tu vois, le mot est le même, la chose ne l'est pas. Et c'est pour ça que c'est important d'investiguer le langage pour ne pas se laisser hypnotiser par le langage. Des gnostiques, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Des gnostiques vont toujours te parler des mêmes mots. Et c'est pour ça que si on en reste au niveau exotérique, eh ben, énormément de gens se font avoir parce qu'ils n'ont pas ce discernement que tu acquiers dans les niveaux suivants, justement. C'est un socialiste qui te parle de solidarité. Exactement. Ok, j'ai capté. Tu vois? J'ai compris. Mais ça demande de reconnaître que le langage est troué, de reconnaître qu'on ne pourra pas s'en sortir uniquement avec le langage. Et c'est un deuil. C'est terrible. Il y a pas longtemps, là, j'ai été invité pour faire une espèce de présentation / débat. Enfin, moi, je débat pas, ça m'intéresse pas, mais où les gens pouvaient me poser toutes les questions qu'ils voulaient sur une thématique. C'était sur la psychanalyse. C'était pas mon audience habituelle. J'ai la chance d'avoir une audience sur ma chaîne qui est d'un très très bon niveau socio-culturel et puis au-delà de ça, qui a une vraie finesse. C'est la nature des vidéos qui trie, tout simplement. Genre, c'est juste des gars qui arriver au bout de 2 ou 3 de mes vidéos, tout simplement. Et là, j'étais avec une France que je ne côtoie pas d'habitude. Et c'est pour ça que je l'ai fait. C'est que je voulais la rencontrer pour me rappeler qu'elle existait, justement, pour me souvenir. Et ouais, c'était laborieux. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai parlé du capitalisme avec 2 référentiels. Mais quand je faisais ça, elle disait, tu te contredis. Non, je change de référentiel. Ce changer de référentiel n'est pas forcément se contredire. Mais c'était trop. Parce que comme disait mon vieux maître, l'homme ordinaire n'a en général qu'un seul niveau d'attention. Il n'arrive pas à penser les choses en 2, 3, 4, N dimensions. C'est d'ailleurs là-dessus que jouent les politiques, les pickpockets, les magiciens de close-up, enfin, tous les gars qui veulent t'arnaquer. Ils sont là, ils te montrent un truc, ils te font un geste, ils te font ah oui, il est en train de remettre ses cheveux, il est en train de remettre ses cheveux et d'aller prendre une pièce. Tu vois, sauf que l'homme ordinaire, il dit non, dès qu'il a du sens, A ça veut dire B et c'est comme ça. Non. Et justement, plus on rentre dans ce milieu de la finesse, dans le milieu de l'espionnage, de l'information, de la propagande, de la manipulation de l'opinion, tous ces trucs-là, une action, ça a toujours 2, 3, 4, 5, N objectifs différents, N finalités différentes. Mais ça demande un peu de finesse. Ça, c'est vrai que c'est pas évident en dessous d'un certain quotient intellectuel. On voit que ça rame, si tu veux. Bon, c'est comme ça. Donc, pour conclure la petite digression... Digression dans la digression dans la digression. Oui, cette vidéo est une digression immense, je pense. Le langage ne marche pas toujours, donc il faut passer à la force, si j'ai bien compris. La conclusion catastrophique. Et tu parlais des bébés. Je reviens. Oui, on était sur Girard, donc on revient sur Girard. Oui, pardon. Mais c'est vrai ce que tu dis avec les bébés. Et par exemple, moi, c'est vrai que quand tu veux représenter un bébé, presque, c'est t'es là avec le petit, on va dire que t'es le bébé, tu prends le verre et d'un coup il y a la main qui se lève. Oui. Et c'est tellement puissant ce truc et c'est vrai que je l'avais jamais totalement intégré. Et en fait, eux, ils sont baignés là-dedans, quoi. Ils fonctionnent comme ça et c'est comme ça qu'ils apprennent au final. C'est pas le mimétisme absolu. Mais complètement. Les enfants sont en onde delta pendant des années, ce qui leur permet d'apprendre une langue en 10 mois. Tu vois, ils ont des cerveaux qui sont dans des états d'hypnosuggestibilité avancés. C'est ce qui leur permet justement de s'adapter à leur milieu aussi rapidement. Mais pour revenir justement au désir, c'est intéressant ça parce que à partir du moment, parce que là encore, on peut comprendre, oui, d'accord, on imite, bon, tu vois, on en reste à une compréhension théorico-théorique qui n'engage pas le sujet. Mais si je m'applique vraiment cette théorie à moi-même, que ça rentre en moi, et que je dis, mon désir ne m'appartient pas. Attends. Cette maison à Deauville, là, que je viens d'acheter, ça m'appartient pas, et qu'on commence à faire un peu d'introspection, et qu'on regarde, fait, non, ouais, c'est vrai. C'est vrai, mon frère, il s'est payé une maison à la Grande Motte et je voulais montrer à mon père que j'étais capable de faire au moins aussi bien que mon autre frère. Mince alors. Mince. Et là, il y a un mécanisme de diffusion du désir qui peut opérer. Mais qui ne doit pas être une aliénation complète, sous peine de finir dans une forme d'apathie dépressive. Il y a un juste degré dans l'apathie. Apathie, c'est l'absence de pathos. Justement, il ne s'agit pas d'avoir une absence de pathos, mais une diffusion de son pathos, qui n'est pas exactement la même chose, une désidentification de son pathos.
Et à partir de là, on peut constater qu'il y a en nous un petit enfant qui désire très fort, et c'est très bien, et c'est tout à fait sain, parce que si on n'a pas ce petit enfant, ou si on est coupé à cause d'un trauma quelconque ou d'une transe hypnotique de cet enfant, on va finir sous cacheton et voire par se suicider. Donc c'est très bien de garder un peu de désir. Là encore, Lacan dit l'essentiel, c'est de ne pas céder sur son désir. C'est bien que le désir est premier. Mais par contre, si on limite notre vie à ça, alors le risque, c'est justement de choisir ce logiciel gnostico-luciférien là où on a un peu de libre arbitre et de finir esclave de son désir. Et à la fin, tu finis avec des hommes politiques qui peuvent pas s'empêcher de se faire bip dans un Sofitel parce qu'ils sont complètement esclaves et qui doivent augmenter les doses comme nos chers députés qui font des soirées chemsex avec 30 personnes, des enfants menottés à des radiateurs, etc. Parce qu'il faut aller toujours plus loin dans le désir. Oui. Parce que la racine du truc, tu vois, c'est vraiment comme une fusée. T'as 1 degré au départ, tu finis pas du tout là où t'avais visé. C'est là où, parce que je dis ça comme c'était évident, mais ces processus-là sont inconscients chez la plupart des gens, faute d'une transmission spirituelle adaptée. Ce qui ne leur laisse aucune chance en termes de libre arbitre. Puisque pour choisir, il faut encore être conscient qu'il y a un choix. Oui. Parce que c'est vrai que c'est important. Quand Girard parle de désir mimétique, il n'y met pas de valence dans le sens où il existerait un désir non mimétique plus souhaitable. À aucun moment on est dans la prescription, on est dans la description. C'est tel est construit le désir. Voilà comment ça marche. Soyez-en conscients, grosso modo. Mais même pas, tu peux très bien ne pas en être conscient si tu veux. Oui. C'est juste que si t'en es pas conscient, il y aura des conséquences qui sont celles-ci, celles-là. Voilà, c'est tout. Donc, on était en train de parler donc des 2 théories de Girard. Donc, le désir mimétique. Et ce désir mimétique va entraîner ce qu'on appelle la logique du bouc émissaire. C'est-à-dire que si je suis un être humain violent, toi aussi, toi peut-être, non. et donc du coup, lorsqu'on est face à face et qu'on veut créer un groupe social pour vivre ensemble, l'autre peut me tuer, l'autre peut m'égorger dans mon sommeil au besoin. C'est-à-dire que même s'il fait 40 kilos, tu vois, et que moi j'en fais 120, il peut m'égorger, m'empoisonner, comme le même là, si tu m'en continues, je t'empoisonne. Et donc comment est-ce qu'on fait pour faire société, parce que on a besoin de se faire confiance pour vivre ensemble dans les villages primitifs. Comment est-ce qu'on fait? Eh ben pour ça, il faut qu'on trouve un moyen de juguler notre angoisse, et donc on va prendre un individu de la tribu qui est same but different, qui est comme nous mais qui a une petite particularité suffisante pour qu'on puisse autour de ça créer un mythe. Un mythe comme quoi, si cette personne a un pied beau, une lèvre fendue, un œil vairon ou albinos en Afrique où ils sont persécutés, c'est tout à fait le même genre de thèse, eh ben, il est suffisamment différent pour qu'on puisse charger sur lui tout notre ombre, notre agressivité, de sorte à pouvoir avoir de nous des images réciproques d'individus purs, dénués de vices, dénués de toute problématique et de toute ombre, puisque toute l'ombre est projetée sur l'individu qu'on va alors sacrifier. On va en faire un bouc émissaire conformément à la tradition juive, et on va balancer le bouc dans le désert à l'extérieur. Donc on a créé une zone symbolique, sanctuarisée, dans laquelle il ne peut, en théorie, rien nous arriver. Comme c'est une théorie qui est foireuse au dernier degré et qui relève de ce que Freud appelle les petits arrangements avec nous-mêmes, le réel va revenir pour nous rappeler que cet acte symbolique, puisque c'est un rituel, donc tout rituel procède d'une forme de symbole, cet acte symbolique n'est pas le réel. Le réel va nous montrer que cette magie, ce rituel comment on dit, ce rituel apotropaïque qui a servi à dégager le mauvais sort de la tribu, ne marche pas. Puisqu'à un moment donné, il y a 2 gars de la tribu qui vont se battre, voire qui vont se tuer. Ah bah mince. Dans ce cas-là, il faut qu'on recommence. Et les hommes, depuis la nuit des temps, sont prisonniers comme ça, dans des boucles. Vous êtes des techniciens, des informaticiens, c'est des bugs, je sais pas comment ça s'appelle en informatique, mais c'est un bug. Ouais, c'est ça. Un bug dans le système humain. Voilà, le système humain fait marche pas, refaire la même chose, marche pas, refaire la même chose. Et encore aujourd'hui, nous en sommes là. L'humanité en est là. Elle n'a pas pris conscience, elle n'a pas assez de métacognition aujourd'hui pour réaliser ça. Et donc, on va devoir refaire un rituel, retrouver un nouveau bouc émissaire, etc. Et pour que la magie opère.
Mais ce que Girard dit, par contre, Oui. ce que tu décris, c'est que effectivement, sacrifier le bouc émissaire fonctionne à l'instant T. Par contre, il apaise vraiment et il permet une. Ah oui. Et ce qui est, est même nécessaire d'ailleurs. Ah bah non, justement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est nécessaire dans notre logiciel, qu'il faudrait s'en extraire. Je sais pas s'il faudrait s'en extraire, mais en tout cas, le nombre d'hommes politiques que j'ai vus qui parlent de Girard simplement en disant ça et en disant donc il faut régulièrement sacrifier quelqu'un pour faire société, et qui prennent ça comme une donnée de base, et ils vont poser un cadre avec ça, et c'est tout. Donc donc là, ils assument d'être dans un logiciel gnostico-luciférien, c'est posé, et je dis, oui, enfin, c'est bien, mais c'est comme s'ils prenaient Girard et qu'ils oubliaient le message du Christ dedans, quand même, tu vois, c'est un peu, bon, enfin, après, pourquoi pas, hein, il y a bien des gens qui mangent l'extérieur du Kinder et qui laissent le chocolat et le jouet, mais ils font ce qu'ils veulent. Mais pour moi, c'est quand même passé à côté de l'essentiel, quoi. Parce que cette bonne nouvelle, cet évangélion, comme on dit, c'est justement le fait que c'est pas la peine de faire ça. En fait, c'est illusoire. Ça dévoile tout le message girardien. Girard traduit la passion du Christ et le décès de Jésus sur la croix en montrant que Jésus dévoile la logique sacrificielle. Et le message, ça n'est pas nécessaire. La victime émissaire est innocente. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, c'est une forme de barbarie. Et maintenant, peut-être je mourrai sur la croix, mais vous le saurez. Vous ne pourrez plus vous mentir à vous-même. Il refait passer la conscience, en fait. C'est ça, le message du Christ vu et traduit par Girard. Et moi, quand j'ai compris ça, ça m'a fait un effet domino dans plein d'enseignements de la tradition que j'avais reçus. Je fais, mais oh putain, il y a tout qui colle, oh la vache, génial, etc. Et là, j'ai commencé à parler. Là, avant, je me taisais parce que mon vieux maître m'avait dit, il faut pas trop parler tant qu'on n'a pas qu'on n'a pas assis quelque chose à l'intérieur, sinon on se perd. Et après, c'est foutu. Et donc, je me suis tu pendant 15 ans. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai fait et la tradition explique clairement à partir de quel moment c'est adapté de l'ouvrir. Ok. Sans quoi si on parle trop tôt, alors que quelque chose c'est pas cristallisé, on va à la fois vous savez, c'est comme un professeur qui enseigne ce qu'il est en train d'apprendre. Il peut peut-être aider des gens, mais lui par contre, ça va le fragmenter entre la partie de lui qui cherche et la partie de lui qui transmet. Vous voyez. Et puis un début d'identification à ce que t'enseignes. Exact. Et on retrouve le logiciel gnostique, tu vois. Et en fait, à court terme, ça peut marcher, à moyen terme, l'individu se perd. Et tout ça est très bien décrit par la tradition de façon incroyablement précise. Moi, ce qui m'avait fait bien ingurgiter et comprendre que ça tenait, c'était aussi le fait qu'on rejoue. Parce qu'au début, les tests de René Girard, tu te dis... Ouais, c'est sympa, mais est-ce que genre c'est pas un peu fumeux, c'est trop simple. Et c'est vrai que ce qui m'avait un peu convaincu, c'est à quel point, par exemple, quand tu voyages et que tu vois encore des gens qui sont avec d'autres traditions, surtout toi à Bali, tu vas plein d'anecdotes. Je l'ai vu, mais devant mes yeux, leur tradition. Et ils ont une fête, par exemple, c'est le Nyepi, et c'est le moment où en fait ils vont prendre c'est leur divinité, c'est genre des démons, et en gros, elles sont censées être la représentation d'un mot de la société, ils en ont plusieurs, et en fait, ils vont rejouer une scène. Et ils vont le prendre, c'est une grosse statue d'un démon, et puis ils vont faire des chants autour et tout, et puis ils vont rejouer une sorte de scène de théâtre où le démon, je pense qu'il est détruit. Non, il gagne une première fois, et ensuite pendant la nuit, il le brûle. Voilà. Et après, j'allais dire, ils font quoi? Ils le détruisent, ils le brûlent, bah. Et le lendemain, après, on doit plus parler pendant une journée. Normalement, tu fais aucune activité, tu fais rien. Et puis, putain, et je disais en même temps René Girard, je me dis, oh, c'est trop fort, là. Et en fait, l'idée que dit René Girard, c'est que tu dois le rejouer. Après, on essaie de le faire de manière symbolique, pour essayer d'avoir encore les effets positifs de, le crime originel. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, ça marche de moins en moins. Et puis un jour, tu te rends compte que ça marche plus, qu'il y a des problèmes que tu n'arrives plus à gérer, et là, tu trouves un nouveau mythe. C'est le retour du réel, c'est ce que les psychanalystes appellent le retour du refoulé. Donc à un moment donné, tu peux mentir, mais la vérité, c'est ça qui reste, c'est ça qui demeure. Donc si jamais tu pars sur une axiomatique aussi faible que celle-là, faut pas s'étonner que ça marche pas.
D'où le fait, à mon avis, pour moi, de choisir directement Jésus là-dessus, parce qu'au moins, t'es sur quelque chose de voilà. Mais c'est vrai que par contre, choisir ça, le logiciel traditionnel, ben, ça veut dire accepter d'être crucifié, ça veut dire accepter de réintégrer la mort, d'accepter l'impuissance, d'accepter, tu vois. Et alors ça c'est pas évident, surtout quand on n'a pas été aimé. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans toutes ces peuplades et depuis la nuit des temps, la vie était dure. La vie, c'était avant tout la survie. Et donc, bah, quand ta petite sœur, elle meurt en couche, quand ta mère, elle meurt alors que t'as 8 ans de la polio, de je sais pas quoi, quand tu vois, la vie se résume à la survie. Et quand on se rend compte qu'il y a le spectre de la mort, et notamment de la mort précoce et prématurée, voire violente, qui est tout le temps là, eh ben, la tentation de faire un pacte avec le diable est très élevée. Parce que l'enfant est laissé, abandonné à lui seul. Alors que plus on a été aimé et plus on a été choyé d'un amour authentique, véritable, centré et aligné, ben, plus faire un pacte avec le diable semble étrange, voire saugrenu. Mais ça, tout le monde n'a pas eu cette chance. L'immense majorité des humains que je crois ont été aimés à certains endroits et abandonnés à d'autres, dans des proportions variées. Donc, il y a toujours des éléments gnostiques dans le cerveau, des pactes avec le diable qui ont été faits et qui demandent à être identifiés, conscientisés, abandonnés et puis remplacés par autre chose, surtout, parce que la nature a horreur du vide. Donc, et là, il y a un libre arbitre. Mais pour qu'il y ait libre arbitre, il faut déjà que la conscience passe. La plupart du temps, c'est pas conscient. Tu vois, combien de personnes qui prennent de la drogue, par exemple, sont conscients de dire, ah bah oui, voilà, pourquoi je prends la cocaïne? Bah parce qu'à tel moment, j'aurais voulu que mon père, il soit là, puis en fait, il était pas là. Et puis du coup, il m'a dit, ah ouais, et puis je me suis rendu compte que c'est parce que je performais pas, alors maintenant, je suis un winner, et maintenant, tu vois, la plupart du temps, tout ça, oui, reste à moisir dans un étang d'inconscient. Et comme dirait Lacan, dans tous les sens du terme, l'inconscient, c'est la reproduction. Donc on rejoue encore le même pattern, encore et encore. Et la tradition, le propre de l'enseignement traditionnel, c'est ces cycles-là, c'est de les identifier et puis d'avoir des leviers, des méthodes précises pour faire évoluer justement ces cycles inconscients de sorte à pouvoir vivre autre chose que cette division gnostico-luciférienne permanente. Parce que la vie ne se résume pas à ça. Et ce que je dis, c'est pas un espoir lointain, c'est quelque chose de très concret, de très palpable. Hein. Il y a plein de gens qui me témoignent dans mes vidéos, voilà. Ah bah merci, grâce à telle vidéo, j'ai pu conscientiser ça, ça m'a permis de sortir de... Voilà, c'est incroyablement concret. Et pour les sceptiques, c'est vérifiable, reproductible, falsifiable, tout ce que vous voulez. Il y avait un point justement, moi, que je trouvais intéressant. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Je crois que c'était quand je faisais des recherches sur Girard, qui disait qu'il a, d'une façon, démontré scientifiquement l'existence de Dieu. Je n'ai pas souvenir de ce passage. C'était pas exactement comme ça que c'était formulé, mais j'ai en tête qu'en gros, il aurait démontré, scientifiquement, en tout cas, le bienfait de la chrétienté, enfin, d'une certaine façon. Alors oui, pas l'existence de Dieu, c'est très mal formulé. C'est pas la même chose. Parce que justement, et qu'il le prend pas que d'un point de vue théologique. Complètement. Et moi, je trouvais ça vachement intéressant, parce que, par exemple, moi, c'est quelque chose où je me suis dit, tiens, je sais que ça va plus me parler que de la théologie. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, en quoi quelle est l'approche? Parce que les gens vont souvent penser théologie, enseignement religieux, catéchisme. Voilà, et tout ça ne m'intéresse pas. Mais alors vraiment, j'ai étudié un peu parce que il y a un minimum à connaître. Tu peux pas, c'est quand même une pensée qui se base sur l'enseignement chrétien, donc à un moment donné, tu peux pas tout ignorer des textes, c'est pas possible. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enseignement vivant. Donc, évidemment, ça commence par le niveau exotérique, avec lire les textes, etc. Mais ce qui est important, c'est de les faire vivre et d'être en contact avec, un enseignement vivant. C'est pour ça que comme je vous disais dans la dernière vidéo, bon, l'église, oui, d'accord, mais enfin, quand je vois le nombre de petits-enfants, machin, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, je vais pas revenir là-dessus, mais enfin, pardon, mais là, la logique sacrificielle, elle semble assez claire. Donc, moi, je vois pas ce que je vais aller faire là-bas, par exemple. C'est évident qu'il y a pas. Ça, c'est, là encore, je viens des arts de combat, mais ça, c'est une bonne école, parce que dans les arts de combat, quand il y a quelqu'un qui fait blablabla, tu dis, vas-y, montre. Et si les deux sont pas alignés, bon, tu vois. Ou pas. Là encore, c'est troué. Parfois, tu peux avoir un vieux qui peut plus bouger, mais qui te donne des conseils en or. Mais au moins, il te fait progresser, quoi.
Donc, pour ça, la meilleure des preuves, c'est l'expérience. C'est justement de faire ce travail dont on a parlé, d'identifier en soi les endroits où il y a eu des pactes, où il y a eu des choses basées sur la logique sacrificielle, où on s'est compromis, on s'est rétréci, on s'est aliéné, gamin, de libérer ça et de sentir qu'est-ce que c'est de rentrer dans le logiciel traditionnel et d'incarner de fait l'enseignement du Christ. C'est la meilleure des preuves. Mais ça, les sceptiques universitaires vont pas aimer parce que ça oblige à mouiller le maillot et à être partie prenante de l'expérience. Et ça, c'est la différence entre ce que la tradition appelle la science objective et la science subjective. La science subjective, pour la tradition, c'est la science classique, la science que tout le monde connaît, à l'université, avec des revues relues par les pairs et tout. Et la science objective, c'est une science qui va beaucoup plus loin et qui justement implique les niveaux mésotériques et ésotériques. Là où la science universitaire, la plupart du temps, en reste à du symbolique et encore du symbolique qu'on peut transmettre. Et c'est même sa caractéristique. Comme dit Lacan, la caractéristique justement du discours universitaire, c'est que c'est une idéologie d'exclusion du sujet et il faut surtout pas mettre le sujet dedans. Justement, l'idée, c'est qu'on puisse reproduire les mêmes expériences encore et encore et que ça ne varie pas ou quasiment pas. Sauf que ce qui nous intéresse a priori, enfin je veux pas parler pour vous, mais en tout cas moi ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui est incarné dans le présent. Donc la science a raison statistiquement parlant, c'est le principe. Mais est-ce que la vie se résume à des statistiques ? Je ne suis pas sûr du tout. Du tout. Et donc c'est en mouillant le maillot et en se laissant transformer par l'enseignement qu'on peut commencer à éprouver. Donc ça c'est le niveau mésotérique. Niveau mésotérique, c'est tu rentres avec une forme et tu ressors. Tu dis ah oui, je suis plus le même après ça. Il y a quelque chose qui a bougé. Et après, ça peut éventuellement, pour ceux qui en auront le talent, donner lieu à encore d'autres niveaux plus profonds de compréhension qui sont de l'ordre de l'ésotérique. Ça me fait vraiment penser au dilemme qu'il y a chez les libertariens de l'idée elle est parfaite mais elle est pas là. Bah oui. On comprend pas pourquoi elle est pas là et pourquoi elle marche pas, les gens la veulent pas et il y a ce truc de c'est exactement pareil que la science, c'est que l'équation elle est parfaite. Mais c'est ce qui a amené à l'émergence des lumières sombres, etc. Justement, qui sont des libertariens quand on marre que ça marche pas et qui remettent du sacrifice et qui refont un pacte avec le diable, du coup. Parce que moi je le voyais plus en mode on revient dans le réel on accepte que les choses sont imparfaites, quoi, qu'on parle avec des humains qui ont chacun leur part d'ombre. Exactement. Et qu'on peut pas avoir une équation parfaite avec des chiffres qui sont pas ceux qu'on croit être. Exactement. Et énormément de libertariens sont libertariens depuis un point de vue qui est très mentalo-mental. La plupart du temps, ils sont complètement perchés dans leur tête. Et ou au niveau de l'action ou au niveau du cœur, il n'y a pas grand monde. Ça dépend des gens. Il y a des gens, ils pêchent plutôt dans un registre, plutôt dans l'autre. Et du coup, on ne peut pas agir de manière objective en étant aliéné d'une partie de soi à ce point. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle un sacrifice intrapsychique. Ce sont des gens qui ont sacrifié dans leur approche, par exemple, la relation à l'autre. Ils vont être là, ils vont te faire des théories. Et dès qu'il va y avoir une altérité, ils vont s'enfuir. Mais je pense que c'est ancré dans le logiciel libertarien d'une certaine façon, parce que l'épistémologie libertarienne réfute par exemple l'empirisme et base tout sur une approche logico-déductive. Voilà. Donc si on part d'axiomes qui sont effectivement justes et qu'on déduit d'une logique ce qui est juste, mais pour moi du coup ça force à rester dans le mental. Et oui, et puis c'est automatiquement. Et puis en fait ça fait du mental un veau d'or. Et en fait, déjà, quand tu dis qu'il y a une réfutation de l'empirisme, c'est déjà de la logique sacrificielle. Alors là, je sors de Girard et moi, je rentre dans mon post-girardisme. Mais pourquoi réfuter l'empirisme ? En fait, c'est un conflit mimétique. Parce que Girard explique le conflit mimétique toujours, la plupart du temps, entre deux individus dans une tribu, etc., pour expliquer les mythes fondateurs d'une tribu. Mais c'est beaucoup plus large que ça, le conflit mimétique. Énormément de gens sont dans des conflits mimétiques de posture philosophique. Par exemple, ma logique hypothético-déductive est plus grosse que ton empirisme.
j'ai le phallus, tu ne l'as pas. Ha, ha, ha. Mais c'est un mensonge à soi-même, et on revient dans la logique gnostique. Il y a une partie de moi consciente qui dit c'est moi qui ai gagné ce duel, et il y a une autre partie qui dit en fait je suis troué, en fait je suis castré, en fait je ne sais rien, en fait je nage dans la mélasse et dans la main de Dieu. Ah non, je vais oublier cette réalité l'espace d'un débat. C'est pour ça que je ne débat pas. L'espace d'un débat où je vais faire que l'autre se sente comme une merde avec des arguments. Et à partir du moment où c'est moi qui ai le phallus, c'est toi qui l'as pas, et ben je suis en train d'oublier que, ok, peut-être qu'à ce tout petit endroit-là, j'ai gagné un tout petit débat. Mais en fait, la réalité, c'est que si je me prends et que je me vis globalement, c'est que je refoule les endroits où je suis troué, les endroits où je suis impuissant, les endroits où je suis le fils et pas le père. Et avoir le phallus, c'est vouloir se prendre pour le père, mais c'est refuser la castration. Et c'est là où moi, la psychanalyse, j'aime beaucoup, parce que ça, ils ont beaucoup étudié la castration. Mais ça, c'est un vrai travail à faire. Parce que personne aime être castré. C'est normal. Ça fait mal. Ben oui, ça fait mal, évidemment, ça fait mal. Et aujourd'hui, on voit bien que le siècle, débat. Mais c'est une perte de temps totale. Et il y en a un qui va tirer dans un sens, l'autre dans l'autre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on n'avance pas d'un pouce. Et moi, j'ai mis au point un modus operandi pour créer des discussions avec des gens qui n'ont pas les mêmes points de vue, mais qui soient pas des débats, justement, qui sortent du logiciel gnostique. Je suis allé voir plusieurs boîtes de prod, mais ils m'ont rionné. Parce que ce qui fait vendre, c'est du clash. Ce qui fait vendre, c'est du conflit mimétique. Parce que les gens s'identifient. Et quand tu vois, je sais pas si t'es mélenchoniste et que tu vois Mélenchon en train de clouer le bec à quelqu'un du RN ou réciproquement, tu t'identifies comme des supporters et puis t'oublies 3 secondes de ta médiocrité, etc. Donc on voit qu'il y a toujours ce truc, le conscient qui dit ah yes, et puis l'inconscient qui oublie. On est toujours dans le luciférianisme, on n'en sort pas. C'est pour ça qu'il faut une méthode pour en sortir, parce que c'est tellement la pente de l'humanité que si on n'a pas une méthode et une transmission vivante et incarnée par des humains qui l'incarnent de façon concrète, avec un trou, on reste des humains. Mais n'empêche que, un peu comme ton prof de karaté, des fois peut-être tu peux le toucher une fois, mais globalement tu sais que tu vas en prendre, quoi. Tu vois, le mec est quand même solide. Voilà. Ça veut pas dire pas troué, Ouais, et surtout que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que par principe, j'ai tendance à dire que le logiciel libéral, libertarien, etc., tend à l'humilité en général. C'est souvent des personnes qui se revendiquent humbles, mais qui sont humbles que sur un pan, c'est-à-dire le pan économique. Ils vont dire on ne peut pas modéliser un système chaotique tel que les êtres humains parce que tout est régi par l'action humaine. Donc à cet endroit-là, on est super humble et on sait pas ce qu'on sait pas, blablabla. C'est ça. Mais quand il s'agit par exemple de l'existence de Dieu, qu'il s'agit d'autres sujets, là ils savent. Exactement. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que j'ai des discussions avec des libertariens de ça, c'est vrai que l'humilité, elle est à géométrie variable. Exactement. Et c'est là que je trouve ça dommage, parce qu'au final, c'est dur d'avoir un ensemble cohérent. À chaque fois, tu vois qu'il y a un trou dans la raquette, tu te dis putain, mais si c'est eux qui défendent ma façon de penser sur ça, il suffit quelqu'un en face qui voit qu'il y a ce trou dans la raquette, et en fait, tu peux démonter tout le discours, alors que le discours libertarien est, pour moi, très cohérent en tant que tel. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est compliqué. C'est là où on voit que Satan est le prince de ce monde et que nous avons tous une telle propension à retomber dans la mimésis. Et puis, tu sais, au départ, on commence avec des mimésis grossières, mais plus ça va, plus les mimésis sont de plus en plus subtiles, de plus en plus raffinées. Et c'est pour ça que c'est très difficile à faire seul, tu vois, c'est quasi impossible. Enfin, c'est comme faire sa thérapie tout seul, quoi, tu vois. Il y a peut-être des gens qui y arrivent, mais à partir du moment où ça parle de notre ombre, des zones les plus inconscientes, évidemment qu'il faut de l'aide. Tu vois, c'est normal. Dans ce que tu disais, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vu passer de Charlie Kirk. Je pense que t'insinues qu'il est encore vivant, c'est ça? Je revois plein de vidéos. En Argentine. Je revois plein de vidéos de lui en ce moment et il était quand même assez incroyable. Dans pas mal de ses enseignements, il était quand même très très profond. Et il y en avait un justement par rapport à ça. Et je crois que c'était sur les gens qui voulaient, qui postulaient qu'il n'y aurait pas de Dieu. Mais souvent, en fait, ils placent un absolu. Et au final, de la même manière que, par exemple, un libertarien va te dire, au lieu de dire « je sais pas », en fait, très souvent, il va dire « on ne sait pas, on ne peut pas savoir ». Comme si, en fait, il repostule un absolu, même dans le fait de pas savoir. Et en fait, ce que disait Charlie Kirk, c'est ok, mais ça veut dire que
il y a un absolu en fait. Tu viens de redéfinir encore l'absolu, donc il y a quelque chose de transcendantal et il arrivait à boucler à chaque fois sur l'existence de Dieu, parce qu'en fait on est incapable de voir un monde sans un moment un absolu. Non mais honnêtement, je te le dis comme je pense, pour moi ça c'est des débats d'arrière-garde. Pour moi c'est plié depuis longtemps, j'ai fait plusieurs vidéos sur la question, on peut en parler, ça me dérange pas, mais... je trouve qu'il est important parce qu'au final il y a beaucoup qui sont pas passés par là encore. Et tu as raison, tu as raison. Surtout je pense dans notre audience où je pense qu'on est très beaucoup datés quand même. Très bien. Eh ben, existence de Dieu, exister. Le ist, c'est le même ist que le ist allemand, étymologiquement. Ex, hors de. Mais Dieu, c'est tout. Donc si Dieu c'est tout, il ne peut pas exister, puisqu'à partir du moment où il y a une existence, il y a ce qui existe et ce qui n'existe pas. Donc il y a deux. Mais Dieu c'est pas deux, c'est un. Donc déjà la question, elle t'a ramène directement au trou du langage. Ça veut dire quoi exister ? Ça ne veut. En fait, moi je déteste ce mot exister. J'essaie de l'employer le moins possible. Parfois, vous trouvez peut-être deux rushs sur le web où je l'emploie. Mais en général, c'est parce que mon interlocuteur a employé le terme et que je reste dans son référentiel. Mais le exister, c'est le signe d'un très bas niveau en épistémologie. Nous ne savons pas ce qui existe. Faut être clair. Nous faisons des modèles. Nous faisons des modèles qui sont plus ou moins fonctionnels. Il y en a qui nous permettent d'aller à Brest en week-end. On est content d'avoir un train qui marche. Mais il n'y a rien de tel. Mais c'est que la plupart des gens fonctionnent avec une vision extrêmement naïve. Ils font ce que Searle appelle du réalisme naïf. Ils fonctionnent de manière binaire avec il y a ce qui existe et ce qui n'existe pas. Sous-entendu, ce qui est globe, ce qui n'est pas globe, ce qui est solide, ce qui est nul. Ils sont binaires. Ça, c'est un fonctionnement limbique. Le néocortex n'est pas branché. Si on les mettait dans un IRM, on verrait qu'il y a des zones qui ne sont pas activées là. Ça commence, le néocortex, ça commence à 3 occurrences. Tant que je suis en train de me dire, attends, lui il est avec moi ou il est contre moi, je suis pas en train de penser, je suis en train de réagir comme un animal. Et c'est ok, ça a fait ses preuves dans la nature depuis des millénaires. Il faut juste pas se raconter qu'on pense. Tu vois, enfin, vous pouvez vous mentir si vous voulez. Mais bon, bref, je vais arrêter parce qu'après je vais partir dans une boucle sans fin. Et donc, Lacan, il fonctionne avec un triptyque. Il est sur réel, symbolique et imaginaire. Là, c'est déjà plus intéressant. Sauf que le réel lacanien, c'est pas le réel naïf du chimpanzé qui pense en binaire. Le réel lacanien, c'est ce qui vient foutre en l'air ton ordre symbolique. C'est-à-dire, toi, t'es là, t'as tes études, j'ai tes études, j'ai tes méta-analyses, puis t'as le réel, c'est ce qui vient détruire tout ce que tu croyais. C'est la loi de Murphy. Tu vois ? Et pris dans cette acception, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Parce que Dieu, c'est le réel. Oui, c'est le réel dans le sens de il ne se laisse pas contenir par le symbolique. T'as beau faire des icônes, définir, comme on disait tout à l'heure, ça marche pas. T'as une définition, bah oui, mais l'inverse est vrai aussi. Ah bah mince, parce que Aristote s'est trompé, j'arrête pas de le dire ça, mais toute la société, toute l'Europe, la vieille Europe est basée sur Aristote. Aujourd'hui, on sait qu'Aristote s'est planté. Sur quel point pour sur l'axiome de non-contradiction, sur le fait que sur le fait qu'une chose peut être A et non A, mais sans problème. Tu vois, aujourd'hui, la science nous montre, il y a plein de choses en physique, tu vois, dans lesquelles voilà. Alors Aristote, c'est peut-être très bien pour la vie courante, c'est très bien. Mais à un moment, il y a un monde en dehors d'Aristote. Mais ça fait décoller de niveau de réalité en général quand on lâche Aristote. C'est vraiment ça, c'est des paires de lunettes, tu vois, qui sont scotchées depuis gamin par voie hypnotique avec la super glue. Et ça, c'est pas évident de les arracher. Mais si l'audience a envie de creuser un peu ce que je raconte, vous pouvez creuser là-dedans. Et vous allez trouver très facilement des trésors, vraiment. Ce que j'incite quand même certains à faire, c'est quand même de commencer par Aristote avant de le retirer. Oui, alors oui, complètement. Merci. Et puis peut-être de voir un psy un petit peu, d'assurer un peu de la santé mentale. Sinon, ça peut très mal finir. C'est une très mauvaise idée de déconstruire avant d'avoir construit. Ouais. Très mauvaise idée. Donc notamment pour les jeunes qui nous écoutent, si vous avez 15 ans, 18 ans, 20 ans, vous pouvez aller faire une petite recherche ou deux là-dessus, mais ne passez pas des heures. Pas trop vite. Voilà, faites un ratio 3 Aristote, 1 transrationnel. Voilà, pas trop tôt. Parce que sinon... Ouais. Oui, on va dire avant 25 ans, c'est pas dingue, quoi. Voilà. Il faut...
Et c'est pas un conseil de vieux con. C'est vraiment, enfin, faites ce que vous voulez, les jeunes. Hein. Pour moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Non, bah, moi, je suis ni vieux ni con, enfin, je crois, je le recommande quand même parce que on voit les dégâts que ça donne, sans vouloir faire référence à toutes les idées woke un peu farfelues. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, ça, j'en ai parlé dans une vidéo qui s'appelle « On a essayé de m'attacher ». Voilà. Le titre donne envie. Tout à fait. Mais j'ai souvenir que dans la Bible, et ça me fait penser à toutes nos discussions, où en fait, on revient un peu au point de départ, où en fait, comme vient de le dire Alex, on construit avec Aristote, ensuite on détruit, mais comme tu dis, il faut d'abord avoir construit. Mais il y a un moment, à plusieurs reprises, je crois justement, Jésus nous dit, il faut redevenir un enfant. Et le royaume de Dieu n'est ouvert qu'à ceux qui auront le cœur pur comme un enfant. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a ce truc de, en fait, à un moment, faut arrêter de réfléchir. Et j'ai l'impression que c'est ce truc de un peu débrancher le mental, comme tu le dis. Et aussi, je crois qu'il dit autre chose, mais qu'en gros, genre la quête du savoir, c'est une quête qui a pas de fin et qui mènera nulle part en fait. Mais bien sûr. Et il y a des moments, ça résonne parce que j'ai tendance en fait à tomber là-dedans et à me dire au final, ok, je vais creuser et je vais trouver les réponses et tout. Et en fait, il y a un moment, en fait, c'est une quête sans fin où en fait c'est comme tu dis, il y a des contradictions, des endroits en fait tu te rends compte qu'il y a jamais de réponse et en fait tu t'y perds et en fait il y a un endroit où il faut accepter et c'est vachement dur. J'ai eu ça pas mal sur mon groupe Facebook il y a pas longtemps. Il y a des gens comme ça. Il y a un mec que j'ai trouvé très touchant à un endroit. À la fois j'ai trouvé ça d'une stupidité sans nom et en même temps incroyablement touchant. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit quelque chose et lui il reprend et je lui dis écoute-le au lieu d'essayer de le reprendre et il me met oui mais il dit quelque chose d'inexact. Je dis mais la parole ne peut que dire des choses inexactes puisque le symbolique n'est pas le réel. Et c'est là on voit qu'il n'avait absolument pas fait le deuil justement du mental, du concept, du symbolique. À partir du moment où on est clair sur le fait que la parole ne peut dire que des choses immédiates. L'autre jour, il y a quelqu'un qui fait « Mais ça, c'est de la pensée magique ». Je fais « Mais pensée magique, c'est un pléonasme ». Alors, il y a des niveaux de pensée magique. Il y a des pensées plus rigoureuses que d'autres. Ça, c'est évident. Je ne suis pas dans le relativisme absolu, pas du tout. Mais est-ce que on garde au fond de notre conscience ce petit goût qui dit... Pardon. Ce petit goût, est-ce qu'on garde au fond de notre conscience ce petit goût qui dit... Tout ça est d'une vanité absolue. Mais une fois qu'on est clair sur le fait que penser est d'une vanité absolue, mais alors après, on peut jouer avec le cœur pur comme un enfant. Et là, on se rend compte que la science fait partie de la création de Dieu, que c'est magnifique. Moi, j'adore ça. Je veux dire, je passe entre 1 et 3 heures par jour à lire des études, tous les jours. Je connais peu d'universitaires qui font ça. Tu vois, la plupart du temps, une fois qu'ils sont en poste, bon, voilà, ils lisent 2 heures par semaine sur un sujet et basta, tu vois. C'est vraiment le terme, je trouve. Il me venait en même temps, mais c'est jouer, en fait. Mais c'est jouer. D'un coup, en fait, la vie devient un jeu. Mais bien sûr. Et il y a plus de, justement, tu t'identifies, ça devient un combat, c'est dur, il y a des problèmes. Voilà. Ah, il y a des problèmes, mais c'est génial, comme un jeu vidéo, quel va être le problème? Et c'est ça la bonne nouvelle du Christ. La bonne nouvelle du Christ, quand tu sors de la mimésis, etc., tu passes de la survie, qui était la vie de nos ancêtres, à la vie au sens fort. Je suis le chemin, la vérité et la vie avec un V majuscule. Et là, ça devient d'une douceur, mais d'une douceur. Et ce qui est marrant, c'est que parfois, tu peux jouer à des trucs qui, de l'extérieur, sont pas drôles. Mais tu peux même te faire, pardon, je vais dans des exemples vraiment des trucs extrêmes, mais tu peux te faire scier les jambes et que ce soit d'une douceur incroyable. Après, tout dépend. Non, mais après, c'est une question de la force de la foi de chacun. Tu vois? Mais moi, des fois, je vais pas rentrer dans des trucs trop perso, mais il m'est arrivé des moments très difficiles. Et ça restait d'une douceur infinie. Est-ce que c'était dur? Oui. Est-ce que c'était pénible? Oui. Est-ce que j'aurais eu envie d'être ailleurs? En tout cas, mon petit enfant aurait eu envie d'être ailleurs? Oui. Mais, à l'endroit de l'essentiel, il y avait quelque chose qui restait et qui demeurait. Les Japonais, ils disent Fudo Shin, le cœur immuable. Et ça, c'est pour moi le joyau que j'ai trouvé dans la tradition. Vraiment un joyau. Et ça n'empêche pas de jouer, de rire, de faire les cons, de tout ce que tu veux. Pas du tout. Il y a aucune... Tu sais, non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai été dans des groupes de recherche où j'étais là, genre... Mais l'enfant était pas là.
Moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est ce que j'appelle les spiritualités de femmes. Ça, ces trucs, tu vois, on veut arriver à une espèce de dissolution du soi, tu vois, très, très fréquent en Orient. On est content si les gens font ça et que ça leur plaît. Mais moi, ce que je voulais garder la vitalité du petit à l'intérieur. Et j'aime bien, moi, les gens qui arrivent à faire ça. Tu vois, des fois, je tombe sur des vidéos YouTube, machin, et puis je vois des gars et je vois leur petit enfant, il est encore, tu vois. T'as un mec que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Yomi Denzel, par exemple. Mais je le connais pas, ce mec, j'ai jamais rencontré, je le rencontrerai sûrement jamais. Mais, je sais pas, je trouve qu'il a l'air sympa. Je trouve que j'ai l'impression qu'il a réussi à se sauver à un endroit. Et je suis content pour lui. Et des gars comme ça, il y en a plein. Je suis content pour eux. Alors, vous voyez, il y en a d'autres où on voit, on dit « Oh, petit, où es-tu? Je te cherche. » Tu vois, personnage, c'est très important, tu vois. Pas du tout. Dans ma dernière vidéo comme ça, à un moment donné, je dis l'absence de rire dans les milieux et d'humour dans le milieu universitaire est au moins autant un symptôme que l'absence d'études en double aveugle dans le milieu New Age. Voilà. C'est une des dernières vidéos, je me rappelle. Je l'ai écouté dans la voiture avec ma mère. En revenant du Sud. Mais je suis très triste parce que dans la dernière vidéo, j'ai glissé un easter egg et personne l'a trouvé. C'était visuel? C'est visuel, malheureusement, dans la vidéo 88. Voilà, donc je le mets pour ceux qui aiment bien chercher ces trucs-là. Vous pourrez vous amuser. Moi, j'aime bien parler de Satan. Je trouve que c'est toujours intéressant. Moi, ce que j'aime bien avec René Girard, c'est sa façon d'aborder le mal. Le mal, le problème du mal. Voilà. Via Satan. Et il fait, par exemple, dans le livre Je vois Satan tomber du ciel comme l'éclair. Il réanalyse au final un peu toute la pensée satanique qui vient de la Bible, de comment elle est exprimée. Et puis, d'un coup, il lui donne quelque chose de très on va dire mondain, genre c'est nous en fait, c'est de l'existence, et justement au final c'est le symbole du titre, c'est que Satan tombe du ciel et d'un coup devient parmi nous, et puis lui il l'explique davantage et dire au final c'est un peu de la même manière que le Solzhenitsyn quand il dit le bien et le mal est une ligne qui passe au sein entre le cœur de chaque homme. C'est ça. Truc du genre. Et donc en fait c'est nous. Et qu'en fait il n'y a pas besoin de regarder ailleurs, juste regarder dans nos cœurs et de regarder que en fait c'est dans nos actions, c'est dans ce qu'on fait. Oui. Et je trouve ça super intéressant. Et puis en fait, il arrive d'un coup à rendre tout logique, même dans la Bible, et te dire, Jésus d'une certaine manière nous le dit et il l'explique, et d'un coup tout est cohérent. Et j'ai trouvé ce livre vraiment incroyable. J'invite tout le monde à aller le lire. Et ce à quoi je pensais tout à l'heure, moi, c'est un sujet qui me revient pas mal quand je parle de religion avec les gens. C'est le fait que dans l'imaginaire des individus, la religion est faite de contraintes. Est-ce que toi, c'est ta vision de la religion? Pas du tout, justement. C'est pour ça que quand tu parlais de religion d'ouverture, je dis c'est pas mon sujet. Oui, la religion est faite de contraintes parce que la religion a une composante morale. Elle a certes une composante spirituelle, mais elle a été pour énormément de gens, pour ne pas dire l'immense majorité, un moyen de civilisation et de contraindre les pulsions des individus des uns et des autres. En ce sens, c'est une contrainte. Le problème, c'est que si c'est une contrainte, on repart dans la logique sacrificielle, intrapsychique cette fois, parce que l'individu qui se contraint, il est en train de passer en force sur lui-même. Il est en train de refouler une partie de lui, et donc il va y avoir un retour du refoulé. Et en fait, au nom de la spiritualité, on est en train de faire de la magie noire. Et c'est très fréquent dans certains monastères rigoristes, tu vois, ou dans certains courants très rigoristes, où les gars se créent des faux selfs de soi religieux vertueux et sacrifient un peu le petit enfant à l'intérieur et le vivant, qui des fois aurait envie de pas faire le jeûne, de pas faire les prières, parce qu'il y a un truc qui est vivant. Or, moi, à chaque fois que je vais voir des maîtres de la tradition qui sont vivants, ils sont très très vivants, et à aucun moment il y a ça. Il y a toujours une détente profonde au niveau des règles, des choses comme ça. Parce que ce qui est important, c'est pas les règles, c'est la vie. Mais là encore, le problème, c'est qu'on est face à une stratification des capacités cognitives des individus, et que c'est évident qu'un individu... Alors je vais dire une chose et son contraire, illustrant par là que Aristote a tort.
à la fois, j'ai une amie qui a vécu en Italie pendant des années et qui s'est rapprochée un peu de l'Opus Dei. Et à un moment, elle me raconte ça et je lui dis ah bon, moi je m'intéresse à tout ce qui est secte et groupements religieux en général. Et je lui dis raconte-moi un peu parce que moi l'Opus Dei, je n'en connaissais que ce que j'avais vu dans Da Vinci Code, c'est-à-dire quasiment rien du tout. Et c'est une amie qui est extrêmement brillante. Et elle me dit, l'Opus Dei, c'est un petit peu comme le christianisme, mais pour les QI de 140, me dit-elle. Je fais, ah bon, ok, intéressant. Bon. Je sais pas ce qu'elle voulait dire par là au final, mais ok. Et c'est évident que des spiritualités pour ce type de personnes et des spiritualités pour des gens qui ont 80 de QI, ça peut pas être la même chose. Il faut adapter à un moment donné. Et pourtant, si on va dans le fond du fond du fond du fond, c'est la même chose. Donc là, je dis bel et bien A et non A. C'est-à-dire, je dis à la fois c'est différent, il faut adapter. Oui, c'est vrai, parce que tu peux pas parler à quelqu'un qui a lu la bibliothèque d'Alexandrie et quelqu'un qui a jamais ouvert un livre. Ça, à un moment donné, tu vas pas y arriver. Mais tout ça pour les amener rigoureusement au même point, qui est le point de notre unité à tous, qui montre qu'en fait, le mec qui a un QI de 80, c'est mon frère autant que... et c'est moi, c'est même plus que mon frère, c'est moi. Nous sommes un, et nous sommes faits de la même chose, de la même substance. Donc ça pose question, et c'est pour ça que tant qu'on en reste au niveau exotérique, on peut voir des contradictions, on peut voir ah oui mais là il y a marqué ça, mais d'un autre côté, nana. Et le problème c'est qu'on va aborder ça avec des outils dialectiques qui ne sont pas adaptés à notre sujet d'étude. Et c'est l'erreur que font tous les zététiciens quand ils font des débats de prouve-moi l'existence de Dieu, etc. C'est qu'à chaque fois, ils veulent enfermer Dieu dans Aristote. Et c'est ce que je dis dans une vidéo, c'est... vous vous rendez compte de la bêtise consistant à penser que Dieu serait un sous-ensemble d'Aristote ? Enfin, je veux dire, c'est débile. C'est juste débile. Mm-hmm. Mais comme ça n'a pas été conscientisé et qu'ils sont prisonniers dans des cadres mentaux non investigués, du coup, ils font ce qu'ils font d'habitude. Et voilà, donc, excuse-moi, quelle était la question ? En quoi la religion ne serait pas faite que de contraintes ? Voilà, parce qu'il faut de la contrainte à un moment donné pour certains publics. Parce que on sait que, scientifiquement parlant, il y a des liens entre un bas QI et l'impulsivité, les passages à l'acte, les actes violents et tout ce champ lexical-là, je veux dire, on le sait. Donc effectivement, peut-être ces populations-là, on va leur donner des règles un peu rigoristes, etc. Alors que quand tu es sur des gens plus éduqués, tu peux commencer à parler de l'esprit de la règle et de commencer à dire mais peut-être si la règle est pas tout à fait juste, là, tu peux, etc. Bien sûr. Tu vois, moi, par exemple, l'autre jour, je faisais des recherches sur le baptême. Et j'ai appris parce que je me disais, est-ce qu'un baptême doit forcément être fait par un prêtre ? Et en fait, dans la foi catholique, en tout cas, il y a quelque chose qui dit, oui, mais en fait, ça dépend. Et en fait, plus tu creuses, plus, en fait, la règle, il n'y a pas de règle. En fait. Mais donc, au premier niveau, c'est oui, il faut que ce soit un prêtre pour pas que tu fasses n'importe quoi. Au deuxième niveau, c'est oui, il faut un prêtre, mais si vraiment c'est une situation d'urgence, que t'es dans un bateau qui est en train de couler et que vous savez que vous allez mourir, etc., tu peux baptiser les gens même si t'es pas prêtre. Ah oui, d'accord. Donc c'est le contexte qui fait nécessité, etc. Et en fait, on se rend compte que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des baptêmes faits où c'est pas forcément le contexte, mais bon, voilà, etc. Et puis qu'en fait, ils ont été considérés comme valides après. Donc bon, de toute façon. Moi, j'ai un petit peu de mal, pour être franc, avec la notion de comme quoi un baptême serait valide ou pas valide dans le réel. Tu vois, c'est un symbole. J'ai un regard très... Oui, mais tous les chrétiens sont pas d'accord avec ça. Moi, j'ai un regard très anthropologique, tu vois, sur la chose. Je peux me mettre dans le cadre où y a un truc magique qui se passe, qu'on comprend pas. Bon, mon rasoir d'Occam grince des dents, si tu veux, tu vois, dans ces moments-là. Et ça m'empêche pas d'avoir la foi. Moi, maintenant, j'ai une réponse là-dessus. Apporte-la nous. Qui me semble cohérente. Mais je me rappelle plus comment il s'appelle exactement, et puis je vais sûrement dire les mauvais noms. Mais il y a ce moment-là dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament, où t'as... je sais plus si c'est Noé ou sa postérité, où à un moment il y a Dieu qui lui dit tu vas construire cette croix et tu vas mettre un serpent dessus. Et puis en fait tous ceux qui la regarderont, ils survivront il y avait une peste ou quelque chose, il y avait une maladie qui tuait tous les juifs, et
Et t'as en plus quelqu'un qui vient le voir, et je crois que c'est un de ses fils, qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais, genre ça sert à rien, ça nous sauvera pas. Et il dit mais en fait la croix elle ne va pas les sauver, c'est de croire que la croix peut les sauver. C'est ça. Et pour moi il y a un peu quelque chose là-dedans maintenant au final dans toutes les choses qui semblent irrationnelles et qui ont aucun sens dans l'Église catholique, où d'une certaine manière en fait si t'y crois, en fait ça te sauve. C'est pour moi, c'est que pour moi du coup on revient à ce qu'il disait juste avant, où en fait ça s'adresse à des gens un peu avec le QI qui dérive vers 80. Parce que à 140. Non, parce que là, en tout cas dans les récits, il y a une vérité. Genre vraiment, Dieu attend que tu y crois. Mais là encore, dans la Bible, tous les versets, tous les évangiles, chaque évangile s'adresse à un type d'homme aussi selon sa composition ésotérique. Donc du coup, il faut voir, tu vois, de quel livre on parle. Testament. Voilà, et a fortiori l'Ancien Testament, on est vraiment sur donc tous les textes ne s'appliquent pas à tous les hommes justement, et ça c'était déjà dans la Bible vraiment. Donc c'est important de comprendre ça. Et que parfois même t'as des textes qui, s'ils s'adressent pas à toi, peuvent être contre-productifs. C'est la différence entre l'approche exotérique. Dans le bouquin, il y a marqué que statique. Et un enseignement vivant, incarné par des gens qui vont pouvoir dire, oui, alors ça c'est pour lui, mais ça c'est pour toi. Et ça, ce sera pour toi dans 2 ans. Tu vois? Et c'est ça qui est important. Ce qu'on ne peut pas avoir dans les autres religions. C'est-à-dire? Par exemple, ce qui est écrit dans le livre, c'est pour toi ou c'est pas pour toi. Si je prends l'exemple de l'islam, et tu me corriges si je dis des conneries, mais vu que l'islam, le texte vient de Dieu, et qu'on peut pas le remettre en question, ce qui est écrit dans le livre, c'est donc pour tout le monde. En théorie, en pratique, t'as des hadiths qui viennent nuancer des trucs, t'as des controverses d'experts qui disent oui, mais alors là, c'est pas tout à fait ça qu'il voulait dire, etc. Et les textes. Il va y avoir plusieurs niveaux de compréhension. Non, mais de fait, il y a aussi. Après, moi, je suis pas spécialiste de l'islam, mais il y a clairement. Et on parle même pas du soufisme, etc. Enfin voilà. Donc non, mais bien sûr. Puis de toute façon, mais de fait, entre les différents courants de l'islam. Enfin, tu vois, entre des sunnites, des chiites, etc., t'as déjà des différences d'interprétation assez lourdes, hein. Ok. Et moi, des fois, je discute avec des amis musulmans et ils me sortent des interprétations de certains trucs. Ah oui, il faut aller la chercher loin, celle-là, quand même, tu vois. Ça confine à la dissonance cognitive parfois, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On en a déjà parlé, en plus. Ouais. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant avec ce que tu dis, j'aime bien faire des parallèles économiques à chaque fois, c'est que nous, on dit souvent que le libertarianisme poussé à son paroxysme, donc l'anarcho-capitalisme, l'absence d'État, marcherait pour une société de 130-140 de QI. Alors moi, je suis persuadé du contraire. Ah ouais? Ah ouais. J'ai cru ça pendant très longtemps, hein, donc je me relie très aisément. Hein. Moi aussi, je pensais ça. Que ça ne marcherait donc pas, ou que ça pourrait marcher même si t'as 80 de QI? Ah non, moi je pense que ça pourrait marcher sans problème, même avec des gens de 80. Ah ouais? Ça s'est vu d'ailleurs dans l'histoire, déjà. Ok. C'était un argument que Conversano avait opposé à Viande Tiède quand il s'était discuté. Si vous voulez aller voir Viande Tiède et Conversano sur la chaîne de Viande Tiède qui discute de ça. Et j'étais bien triste de pas être là pour pouvoir répondre à Daniel Conversano là-dessus. Non. Dans l'histoire, dans la Zoumia, il y a eu plusieurs siècles en plus. Hein. Je vous parle pas de Joe le rigolo pendant 10 ans. Hein. Non. T'as dit la Zoumia? La Zoumia. C'est quoi? La Zoumia, ça a été une période qui a duré, je sais plus, 800 ans, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, vraiment plusieurs siècles et pas un ou deux, tu vois. C'est de mémoire. Vous me direz dans les commentaires si c'est bien 800 ans, 900 ans, 700 ans, je sais plus. À quelle époque? Ça a fini il y a pas si longtemps, je crois que je sais plus c'est quand la fin de la Zoumia, 1800, 1700, un truc comme ça. Vraiment là tu me prends de cours, je vais dire des bêtises. Est-ce que c'était il y a 3000 ans? Vraiment Non, c'est là. C'est quand même. C'est au niveau en Asie du Sud-Est, c'est sur des terres avec la Thaïlande, le Laos, etc. Et dans les montagnes. Okay. Pendant cette période, en fait, Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en géographie, pour qu'un seigneur puisse prélever l'impôt, la taxe, il faut qu'il y ait des routes praticables. Si pour aller payer la taxe, tu payes plus tes mecs qui vont crapahuter en montagne, t'en perds 3 parce qu'ils se pètent la jambe, c'est pas rentable. Donc, ça c'est un principe général de géographie. Ça veut dire, et même en France d'ailleurs, hein,
Quand vous regardez les zones historiquement en France qui étaient les plus imposées, c'était systématiquement les campagnes qui étaient près des grandes villes, tu vois. Et puis plus t'allais vers les mecs au fin fond des Alpes, etc. En général, t'avais même des villages qui arrivaient à échapper à l'impôt sans problème. Bon. Éloignez-vous des autoroutes. Voilà. Et donc, a fortiori, à cette époque, dans cette région très montagneuse de la Zoumia, il y avait donc, semble-t-il, des villages, des gens qui avaient des vies de village avec des villages interconnectés et tout un commerce assez fécond, mais qui était très difficile d'accès pour les seigneurs locaux. Et donc, il y a eu pendant des siècles des vies de village avec très probablement des individus avec des quotients intellectuels de 70, 80. En tout cas, on n'a pas de raison de penser qu'ils étaient à 140 et qu'ils ont décru d'un seul coup. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient tous lu Murray Rothbard. Voilà, donc c'est quand même des hypothèses de travail qui sont très 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 discutables, vraiment très faibles. Et pourtant, il y a eu des modes de fonctionnement tribal, local, dans lequel il n'y avait pas d'impôt au sens de seigneur qui prélevait la dîme, etc. Et où ça a duré pendant des siècles, à partir du moment où parce qu'en fait, il y avait suffisamment de conscience de faire partie d'une société, il y avait le développement de certains niveaux de réalité qui favorisaient l'écoute, l'empathie et l'entraide entre les gens, et l'humanisation. En fait, quand j'ai travaillé un peu dans des écoles démocratiques, j'ai vraiment observé les écoles démocratiques, c'est des écoles dans lesquelles il y a les enfants font ce qu'ils veulent. Il y a un cadre, mais les enfants peuvent discuter de tout, proposer n'importe quoi. Voilà. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas l'usage de la force, il n'y a pas l'équivalent de l'État, tu vois, de l'institution qui est là et qui dit vous devez faire ça. Et j'ai vraiment regardé et je m'attendais, moi j'arrivais avec tous mes préjugés et tous mes conditionnements hypnotiques de l'éducation nationale, j'avais aucun recul, j'avais juste envie d'apprendre et de me remettre en question. Et quand j'ai découvert comment ça fonctionnait, moi je m'attendais à animer des trucs, je voulais apprendre des trucs aux enfants et je suis arrivé face à les enfants, ils disaient ah mais on t'a rien demandé, tu sais. Ah bah ouais, merde, c'est vrai. Ah ouais, puis c'était le deal de base que je m'impose pas à vous. Donc, première claque. Et puis après, j'ai commencé à voir et j'ai vu des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans être force de proposition, être collaboratif, co-construire avec d'autres gens qui avaient 35 ans, 6 ans, 13 ans, machin. Et ça marchait très bien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été baignés dans cette culture. Quelqu'un avec un quotient intellectuel de 80 ou 85, il va pas avoir des idées novatrices. Par contre, s'il a toujours vécu dans un environnement où on respecte le droit naturel, où on respecte ça, il va reproduire mécaniquement ça, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ok. Parce que c'est vrai que, alors moi peut-être que je peux rejoindre ta vision, mais c'est vrai que dans le sens où moi je l'entends, c'est dans l'état actuel des choses avec la population actuelle. Ah, ça, c'est autre chose. Moi, je te parle d'enfants que tu aurais éduqués dans cette culture. Donc, on partirait d'une génération maintenant, où on commence à instaurer ça, et on fait construire la société dans ce sens. Mais... Je ne sais pas. Là, c'est la foi. Hein. Là, c'est est-ce qu'on est dans de l'espérance ou pas. Mais moi, j'ai pas de raison de penser que ce soit pas possible à partir du moment où le cadre est solidement posé. Ok. Ouais, et c'est plein d'espérance, hein. Oui, moi je l'ai peut-être un petit peu moins au sens où je me dis de plus en plus, vu que la société est très stratifiée, il y a certaines franges de la population, il faut peut-être leur mettre plus de contraintes, de règles pour essayer de faire passer le message libertarien pour qu'il infuse un peu mieux, donc via un dictateur éclairé ou ce que tu veux. Parce que sinon c'est peut-être dur à envisager. Mais bon, là on fantasme. C'est le chemin cognitif des lumières sombres dont on parlait tout à l'heure, qui se disent ça. Mais pour moi, quand ils font ça, ils retombent dans le gnosticisme, ils retombent dans la fin justifie les moyens, ils sortent de la non-sacrificialité. Ouais. Et il y a là un virage sur les plans spirituels qui est assez massif, qui convient au moins d'en être conscient, à mon avis. Hein. Mais on se perd là. Hein. Parce que, par exemple, tu mettrais Nayib Bukele dans cette catégorie? Ah bah, c'est bon. Ouais. Bah, c'est un chef d'État. Parce que il y a quand même. Non, mais il m'est très sympathique, mais je veux dire, je suis pas dupe du fait qu'il a ses casseroles et ses ombres et son machin. Hein. Ouais. Parce qu'il y a toujours l'argument avec lui de. C'est vrai que c'est un peu le moindre mal, mais Mais le moindre mal, c'est du mal quand même. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais à l'instant T, au moment où tu vois pas d'autre choix entre guillemets. Tiens, excellent. Au moment où on voit pas d'autre choix, on arrive à nos limites.
Là, on a une fenêtre d'opportunité pour faire passer la conscience. Lorsque je ne vois pas d'autre choix, c'est la même chose avec des gens qui sont en train de se séparer avec leur copine, tu vois, ils arrivent, ils disent là je vois pas d'autre choix. On est arrivé à nos limites. OK, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'autre choix? Est-ce qu'on passe dans la logique sacrificielle en disant il y a pas le choix, hein, désolé, mais là on fait pas d'omelette sans casser les œufs, sacrifice, bam. Ou est-ce qu'on pose un genou à terre et est-ce qu'on implore? Et est-ce qu'on n'arrive justement pas à ce moment-là, dans le logiciel traditionnel, à dire moi je suis petit, et là le petit que je suis, là je sais plus. Là je suis démuni. Et là on laisse la porte ouverte à autre chose. Et mon expérience et l'expérience de centaines de gens que je connais, c'est qu'il se passe pas rien à ce moment-là. Par contre, il se passe rien qu'on contrôle. Et là ça devient rigolo, parce que ce qui nous arrive, c'est que là on rentre dans un flow. Ce flow, il peut nous porter. Ce flow, il peut nous donner accès à des manières de penser, à des trucs qui nous dépassent, justement, parce qu'on a accepté d'être dépassé. Vous voyez ouais. Et qu'il y a une espèce de logique qui est que plus nous nous vidons et plus nous sommes à genoux, mais volontairement, il ne s'agit pas d'une contrainte à cet endroit-là, c'est un choix spirituel, plus autre chose peut se passer. Et honnêtement, au niveau ésotérique, les choses qui se passent à cet endroit-là, ça peut être très, très, très impressionnant et très inattendu. Mais par définition, ça va prendre notre petit moi complètement à rebrousse-poil ou enfin, c'est même pas à rebrousse-poil, parce que c'est pas l'inverse, c'est une troisième voie, c'est deux traverses, c'est de la pensée divergente. Tu vois, j'anticipe les gens qui vont me dire que face au gang au Salvador, se mettre à genoux, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais... Au contraire. Je peux me permettre d'en parler parce qu'en tant qu'instructeur d'art de combat militaire, et personne qui a eu à s'en servir un certain nombre de fois dans sa jeunesse, en tout cas, j'ai une expérience raisonnable de la chose, y compris contre des armes, donc ça renvoie bien à ce que tu dis. Il y a, à ma connaissance, dans les arts de combat, 2 grandes écoles. Il y a l'immense majorité des disciplines, 95% voire plus des disciplines qui sont totalement gnostiques et lucifériennes, qui sont ce qu'on appelle des voies de pouvoir et des voies de puissance, où l'individu essaye d'augmenter sa capacité, il répète et il répète et il répète encore et encore et encore des séquences en espérant les appliquer telles quelles. Et souvent d'ailleurs finissent blessés dans de sales états parce qu'il faut toujours un sacrifice au dieu Mars. Puisque ce sont des arts martiaux. Et il y a d'autres disciplines dans lesquelles on est axé sur le logiciel traditionnel, dans lequel on va s'entraîner d'une manière complètement différente et dans lequel on va travailler d'abord l'exo, le méso, puis les os, avec l'idée de pouvoir appliquer ça en situation, mais c'est pas nous qui vont appliquer, on apprend à se vider, on apprend à poser le genou au sol et on apprend à faire tout ce qu'on a dit, y compris dans le domaine de l'affrontement physique. Si vous voulez, en off, je vous ferai même une démonstration. Parce que ça, c'est testable, ça, c'est mesurable. Enfin, c'est pas mesurable, mais c'est testable pour les sceptiques ou les hommes de peu de foi. Voilà. C'est parti, on filme ça. Ouais, non, c'est intéressant. Mais ça, il faut le vivre. Tu vois, il faut le vivre, il faut avoir le goût, parce que tant qu'on est dans le spéculatif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À un moment donné, l'enseignement traditionnel doit être vécu avec une transmission directe. C'est pour ça que ça peut pas être résumé avec des concepts. Les concepts, ils sont là pour donner envie d'aller voir. Tu vois, le but d'un bouquin de la tradition, c'est de dire, ah ouais, putain, c'est bien. Ah, je suis appelé vers, tu vois, il y a une résonance. Et s'il y a une résonance, alors autre chose devient possible. S'il n'y a pas de résonance, c'est foutu. Tu sais, une fois, pardon, tu me dis si je digresse de trop, mais une fois, je sais même plus si je l'ai pas raconté chez Artis, ça ou pas. Bon, bref, peu importe. Au pire, je passe pour un mec qui radote, je m'en fous. Une fois, je faisais un cours et il y a un gars qui arrive, un tout petit, très trapu, un peu genre nain d'Heroic Fantasy mais sans barbe, avec un t-shirt de boxe taille, très costaud. Et il vient, il observe le cours. Et ce jour-là, on faisait de la défense contre couteau. Et il regarde. Je vois dans son non-verbal, je décrypte du scepticisme. Tu vois, beaucoup de scepticisme. Mais il s'en va pas. Moi, ça m'allait très bien de passer pour un branque, mais bon, il reste. Comme disent les psychanalystes, le propre de la psychanalyse, c'est de ne pas convaincre. Il y a le même genre de proverbe dans les arts de combat où on dit le propre de l'aïki, donc de l'union avec l'unité dans le logiciel traditionnel, c'est de ne pas convaincre ou d'avoir l'air faux. C'est la même idée. C'est exactement la même idée. Et pour les mêmes raisons, d'ailleurs. Et à un moment donné, il me regarde, et donc on faisait donc défense au sol contre couteau, enfin survie au sol contre couteau, parce que c'est un peu désespéré au sol quand il y a un couteau, hein, donc on fait ce qu'on peut, on passe de 1% de chance de survie à 3%. Et il me regarde, et il me fait, ouais, bof, je suis pas sûr que ça marche.
Je lui tends un vrai couteau, je lui fais, vas-y, plante-moi. Et je le regarde, genre, me fais pas, non, j'ai pas dit attaque, moi, je lui dis, plante-moi. Et il regarde, il fait, t'es sûr? Je fais, oui, je suis sûr. Je fais, vas-y. Il y va gaiement, je lui fais sauter le couteau. Et là, il me fait, oui, mais, je fais, vas-y, va-t'en. Je risque ma santé pour te permettre de croire. Et même là, alors que je t'ai désarmé, tu continues de ne pas croire. Quoi que je fasse, tu ne croiras pas. Je peux rien pour toi. Avec ce genre de profil, c'est pas possible. Et en général, ce genre de profil déteste mon travail, parce que ça les prend par l'angle mort, si tu veux. C'est comme ça. C'est pour ça que la tradition et l'hypnomachie sont pas pour tout le monde. Ça a jamais été démocratique, en tout cas. Mais quand je dis que c'est pas pour tout le monde, c'est pas moi qui exclue. C'est les gens qui s'excluent d'eux-mêmes. Mais c'est ce que dit aussi d'ailleurs le christianisme. Enfin, c'est face au problème du mal, c'est non, mais il y a pas de mal. Il y a juste toi et crois. Tu vas voir, crois et tu vas voir qu'il va se passer quelque chose. Mais par contre, il y a besoin d'un engagement qui vient du plus profond de l'être d'abord. Bah, j'ai envie de dire, si les gens cherchent, parce que je sais que tu ne peux pas les conseiller, mais si c'est pour conseiller des bouquins exotériques, je peux toujours. Hein, moi, pourquoi pas? Mais enfin, c'est juste que. Oui. Si on a créé des curieux qui donc avec qui ça résonne ce genre de choses, qu'est-ce que t'aurais fait à leur place? De toute façon, il n'y a pas vraiment de conseils, parce que donner des conseils, ça présuppose encore un libre arbitre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en général, le chercheur, il est là, il a vaguement l'intuition qu'il y a quelque chose, tu vois. Il a. Puis c'est tout. Puis à un moment, il tombe sur un bouquin, il tombe sur un podcast ou une vidéo comme celle-ci. Et puis, ça vient résonner en lui d'une manière particulière. Et ça crée un désir. Et ça crée. Alors oui, non, mais tu rigoles, mais oui. Mais là, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Non, mais et pour revenir là-dessus, tout désir mimétique n'est pas forcément problématique. Puis c'est comme ça que les humains se construisent. Donc il y a des mimésis. Girard parle de mimésis positive aussi. Hein. Il y a des vraiment, faut pas diaboliser. Enfin, de toute façon, je suis pas dans le bien mal. Hein, c'est pas la question. C'est le premier commandement du décalogue. L'objectif, c'est de désirer d'être en mimétisme avec Dieu, non? D'une certaine manière, non? Genre adorer au final quelque chose qui est pas de la terre, mais il y a aussi ne pas désirer ce que ton voisin a. Oui, mais justement, c'est pas ton voisin, Dieu. Normalement. Non, il y a pas de ça. C'est un peu ce que dit René Girard, non? Je sais pas si on peut parler de désir mimétique avec Dieu. Effectivement, à un moment donné, il parle d'identification au Christ. Tu vois? Oui, si c'est ça que tu veux dire, il y a quelque chose comme ça, mais j'aime pas ces mots parce que, mais je te rejoins sur le fond. Hein, là, j'ergote sur le doigt. Hein, c'est purement esthétique. Mais parce que s'identifier à, c'est une transe hypnotique. Tu vois? Moi, j'ai commencé, j'avais 15 ans, j'avais des posters de Van Damme dans ma chambre. Tu vois? Alors là, on est dans la mimésis, quoi. Tu vois? L'ado, il a ses idoles d'ado, etc. Machin. Le Christ, il est déjà en nous. C'est déjà notre nature. Tu vois, quand tu t'identifies, ça présuppose pour ton inconscient que tu l'as pas. Tu vois? Je préfère parler d'un dévoilement ou d'un, tu sais, un peu comme ces sculpteurs qui sont là avec le caillou et qui qu'est-ce que tu fais et tout, tu sculptes, tu fais non, il y a un mec coincé dedans, il faut que je le fasse sortir, tu vois, c'est bon, j'ergote peut-être, mais peut-être pas. Mais en vrai, c'est important parce qu'au final, ça répond à la question souvent de mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas eu le message? En fait, toi, tu leur dis non. Mais il y a rien à faire des gens. C'est pas à nous de nous occuper des gens. Non, faut pas gérer le parc humain comme ça. Voilà. merci. Putain. Non, mais quand je dis à faire, c'est genre pour avoir un raisonnement cohérent, on se dit ok, en tout cas moi ça m'importe. Je trouve si tu veux avoir une croyance que qui semble cohérente, il faut qu'elle soit accessible de la même manière un peu pour tout le monde, ou en tout cas qu'il y ait une porte de sortie. Où entre guillemets comme c'est dit les portes du paradis sont ouvertes à tout le monde, et de se dire bon ok, il y a un mec qui est né au fin fond de la savane dans un mauvais environnement, mais en fait toi tu dis d'une certaine manière le Christ est en toi et t'avais un peu de choix. C'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Non, moi ce que je disais justement, c'est au contraire, c'est que le chercheur ne décide pas, il est pris par l'enseignement. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui fait du shivaïsme du Cachemire qui s'appelle Eric Barré, qui dit vous êtes le gibier, vous n'êtes pas le chasseur. Qui dit
c'est l'inverse. C'est l'enseignement qui vous prend. C'est pas vous qui prenez l'enseignement. Alors bien sûr, dans comment l'individu va se raconter ça, dans le narratif qui va se faire, il va dire bah oui, moi je suis allé voir ça, puis après j'ai fait ça, puis après mais en fait quand tu regardes bien, c'était un peu honnête. Tu te rends compte que tu t'es levé le matin et que tu y as pensé tout de suite malgré toi et que tu t'as pas décidé d'y penser, que ça t'a obsédé à un moment dans ta journée, que tu t'es dit non quand même faut que j'aille voir ce mec, etc. Tu vois, et que ça s'est fait comme ça. Et moi ça s'est fait comme ça, tu vois. C'est au départ j'ai acheté un bouquin sur les points vitaux comme ça, et puis j'ai lu le bouquin, je l'ai dévoré, j'avais 40 000 questions, j'ai écrit à l'auteur du livre, alors que c'était la première fois de ma vie que j'écrivais à l'auteur d'un bouquin que j'avais acheté. Et il m'a dit, ah, c'est des bonnes questions. Il m'a donné 2-3 réponses. Il m'a dit ça serait mieux en vrai quand même. Il fait, ah, viens me voir, etc. Alors, du coup, je suis allé le voir. Puis, du coup, après, il a fait un séminaire. Et puis, du coup, après, je suis allé à son séminaire. Puis, à son séminaire, il m'a dit, ah, je vais transmettre pas mal de trucs, là, parce que je suis vieux. Je vais faire un peu un testament, etc. Et du coup, je vais sélectionner parmi les gens qui sont là, des gens qui ont un peu le potentiel, etc. J'ai été sélectionné, etc. Et puis après, moi, j'avais faim, tu vois, j'avais super faim. Je me dis, putain, enfin un truc où j'apprends quelque chose, que moi, j'étais juste allé à l'école de la République, comme la plupart d'entre nous, où je m'emmerdais. Tu vois, enfant surdoué, machin, truc, j'étais là, tu vois, où tu revoyais les mêmes choses le temps que tout le monde, je m'ennuyais. Et alors que là, pour une fois, le savoir était vivant. C'était un endroit où le savoir était vivant. Dans une de ses chroniques, mon vieux maître, il disait qu'il y a à peu près 5000 chercheurs en France. À peu près. Alors c'est marrant quand tu prends ce chiffre, tu le ramènes sur la courbe du QI. Bon, mais je veux pas limiter ça avec le QI. Le QI c'est bien, mais c'est pas, faut pas en faire un explique tout non plus quoi. Il y a plein d'autres facteurs qui sont intéressants à étudier, qui ont rien à voir avec le QI ou qui sont indirectement corrélés, mais pas directement. Et c'est vrai que ça se voit. Je veux dire, bon, j'ai quelques années de plus que vous. Au départ, tu fais des séminaires, tu cherches, tu vois, tu sais même pas ce que tu cherches. Enfin, en tout cas, moi, je savais pas ce que je cherchais, tu vois. Par contre, je cherchais. J'avais l'intuition que je cherchais un truc, mais j'avais pas les concepts de ce que je cherchais. Il y a des gens, ils ont d'autres fonctions cognitives. Ils définissent d'abord rationnellement leur sujet de recherche avant d'y aller. Moi, j'ai pas de problème à être d'abord dans le flou et je me dis, je vais trouver et je vais formuler chemin faisant. C'est comme ça que je marche, moi. Et maintenant, avec le recul, j'ai les concepts, mais je les avais pas. Et puis, je croise des stages, des mecs, puis on sympathise. Et puis, 10 ans après, tu les recroises dans d'autres... Puis en fait, tu te rends compte, c'est un tout petit milieu. Petit milieu. Et que c'est classique. Je me formais à l'hypnose quand j'étais gamin, tu vois, dans les formes d'hypnose, d'accord. Puis les arts de combat, ah oui, d'accord. Puis après, on va faire un stage de bushcraft pour apprendre la survie. Ah oui, tiens, toi, t'es là aussi. Ah, puis après, tu vas faire du zen. Ah t'es là, toi. Ah oui, puis après, tu vas faire du... Tiens, puis en fait, c'est un tout petit milieu, quoi. C'est vrai qu'on s'en est rendu compte à notre toute petite échelle, où il suffit, nous on est rentré par la porte des bitcoiners, on s'est rendu compte qu'en fait dans les bitcoiners il y a des libertariens, puis que dans les libertariens en fait ils te connaissent, et que dans ceux que tu connais, en fait par vase communicante, comme ça en fait le monde est petit. Exactement. Donc c'est normal, donc ça se fait. Tu vois, si le cœur est pur et que le désir est sincère et qu'il y a vraiment la tradition, elle dit, avant d'attaquer la tradition, il faut être arrivé au bout de ce que la vie ordinaire a à offrir à un endroit. Alors c'est un slogan, tu vois, ça fait il est arrivé au bout. Non, c'est une façon de parler, on n'arrive jamais au bout. Mais tu vois, un truc de ok, la vie c'est ça ou il y a autre chose, tu vois? Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, et t'as des gens ils sortent jamais de ça justement parce qu'ils ont le malheur d'être successful. Du coup, comme ils gagnent plein d'argent, ils ont toujours plein de trucs. Ils ont toujours une nouvelle voiture à essayer, ou un nouveau voyage, ou un nouveau spot à aller voir, etc., ou un nouveau plat de grand chef, je sais pas quoi à essayer. Et du coup, ils vivent jamais ce truc-là. Comme quoi, tu vois, tu perds jamais sur tous les tableaux, tu gagnes jamais sur tous les tableaux. C'est toujours une espèce de... Mais en tout cas, la tradition, elle est très très claire là-dessus, qui est qu'à un moment donné, il faut avoir touché une espèce de mur de planque qui dit, bon, je pourrais continuer comme ça pendant 30 ans, 40, 50 ans, mais j'ai le pressentiment, l'évidence que je rate quelque chose, que je rate une dimension de l'existence. Tu vois, il y a quelque chose qui est... Et moi, j'ai eu ça très très tôt. Je regardais, je disais, c'est pas possible, c'est pas possible. Et quand j'ai commencé à voir, là, je vais, oui, on est d'accord, on est bien d'accord. Tout ça n'est pas sérieux. Non, mais clairement, tu vois, moi, je vois des gens, des fois, tu vois, ils se prennent pour le rôle. Tu vois, putain, waouh, ok, très bien. Bon, si eux sont bien comme ça, j'ai rien à dire, mais t'as des gens, ils vivent, ils sont là au McDo, ils font, c'est les meilleurs burgers que j'ai jamais mangé de ma vie, tu vois, tu fais, ok. C'est bien, il en aura plein d'autres de bons à manger après. Et c'est pour ça, exactement. Pourquoi pas?
Et ben sur cette anecdote de McDo, on va conclure. Merci pour votre invitation. En tout cas, c'est toujours une joie d'être ici, une joie d'être avec vous. Merci à toi. De toute façon, la meilleure façon de nous le témoigner, c'est avec le petit like. D'aller suivre Bhaskar, dont la chaîne sera en collaboration. Si vous êtes sur mobile, vous avez 2 choses à faire, parce que vous pouvez le faire aussi sur ordi, c'est de commenter la vidéo pour nous poser des questions. On a parlé de beaucoup de choses en quasiment 2 heures. Donc forcément, il y a des sujets sur lesquels on allait vite, des questions auxquelles on n'a pas répondu. Et je sais que tu es quelqu'un qui répond aux commentaires, même quand tu es chez les autres. Oui. On voit souvent tes réponses, donc allez-y, faites-vous plaisir, vous aurez l'honneur de Bhaskar qui vous répond, et en plus, pas avec 2 mots. En général, tu es généreux sur la réponse. Donc c'est hyper intéressant d'avoir cette chance de le faire, donc faites-le. Et si vous êtes sur mobile, comme je disais, vous pouvez slider et booster la vidéo. Le faire 3 fois par semaine, donc faites-le 3 fois cette semaine sur cette vidéo, quitte à nous remercier. Puis à la prochaine. Merci. Salut Internet.